À toutes et à tous, merci d'être là pour cette première édition de la deuxième saison. Je vous rappelle que l'année dernière, on était sur la vision de compréhension. Cette année, on est plutôt sur l'approche de coopération, avec l'idée de pouvoir aborder des thématiques et des sujets diversifiés, ceux qu'on n'a pas forcément abordés les années précédentes, et avec la volonté de pouvoir avoir quelques modifications par rapport à l'organisation, c'est-à-dire d'avoir un grand témoin d'abord, et je veux remercier Marie-Monique Robin d'être avec nous ce soir, et puis ensuite d'avoir un moment d'échange et de discussion sur ce qui peut se faire sur nos territoires, et que ce soit, et ça va être l'œuvre de Christophe Lekin, de pouvoir assurer l'interaction avec la salle, puisque c'est important, et on avait bien retenu cette remarque qui nous avait été faite, que vous puissiez intervenir, échanger, dialoguer, proposer, critiquer, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'une université populaire, et que ça puisse se faire dans cet état d'esprit. Alors, vous avez normalement tous, j'espère, récupéré le document essentiel. Non seulement c'est un marque-page, mais surtout c'est un pense-bête, parce que vous avez toutes les dates qui sont notés et tous les thèmes qui sont notés sur ce petit marque-page. Et moi, je voudrais en profiter avant de rendre la parole à Christophe pour vous remercier à la fois France Ville et Territoires Durables, et Christophe Lekin qui est ici pour représenter aussi France Ville et Territoires Durables et assurer l'animation de cette soirée. Remercier aussi nos partenaires que sont France Bleu, Ouest France. Remercier évidemment nos financeurs que sont l'ADEME, Hauts-de-Normandie, le pôle d'équilibre territorial et rural, et puis remercier celles et ceux qui nous accompagnent. Je pense à nos libraires. Aujourd'hui, on a 1001 histoires, mais la librairie La Curieuse nous accompagne aussi. Voilà, et ça nous semble là encore important qu'on puisse avoir des continuités de débat et de discussion avec des livres et avec une approche qui soit une approche la plus large et la plus complète possible. Je ne vais pas en dire plus, non seulement d'abord vous remercier d'être présent et se dire que l'urgence climatique et les problématiques qui se posent à travers cette thématique-là, elles demeurent très importantes, et qu'il serait regrettable et dommageable que pour des raisons uniquement d'intérêt, voire de lobby, on mette ça un peu sous le boisseau, alors que c'est un vrai sujet essentiel à porter à niveau international, au niveau national bien entendu, mais aussi au niveau de nos territoires. Et nous, on l'identifie, on le porte avec des politiques publiques qu'on veut faire partager le plus possible. C'est aussi un des outils avec l'Université populaire des transitions, et j'espère bien que vous serez nos ambassadeurs pour faire venir encore plus de monde à ces universités populaires des transitions. Et l'enjeu est vraiment de faire prendre conscience de la réalité, des sujets que nous pouvons collectivement porter sur nos territoires, et des politiques publiques qui peuvent être menées avec une vraie stratégie de partenariat, donc de coopération. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. France Ville et Territoires Durables, c'est l'association nationale d'intérêt général qui rassemble des services de l'État, des opérateurs de l'État, des agences, des entreprises de tout secteur et de toute taille, des experts de la transformation écologique des territoires, et puis des collectivités locales. Et ensemble, elles coopèrent, Monsieur le Président, justement, elles coopèrent pour l'accélération de la transformation écologique, l'adaptation à des enjeux qui sont d'une, disons-le, d'une gravité, d'une ampleur sans précédent, et qui appellent forcément des réponses tout aussi inédites. Et inédites, ces réponses, elles impliquent forcément une coopération, une nouvelle manière de faire ensemble les choses. Et donc c'est pour cela qu'on est très heureux, Monsieur le Président, que vous nous ayez proposé de venir pour animer avec vous et votre équipe cette deuxième saison, car nous pensons que cette affaire de coopération avec l'autre, avec l'altérité, avec le vivant, ensemble, quel que soit notre rôle au niveau du territoire, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire.
c'est là l'enjeu majeur. Il faut apprendre à tisser de nouvelles alliances. Et donc on va en parler au cours de ces 5 conférences dans l'année. Notez bien les dates d'entrée de jeu. Mais on commence peut-être par la plus essentielle de notre point de vue, par la première, c'est la coopération avec le vivant. Alors qu'est-ce que c'est que le vivant? Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? On va en parler, et on a la chance ce soir d'avoir Marie-Monique Robin qui va nous rejoindre, et que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur la scène dès à présent. Et puis, après ce premier dialogue, on aura une discussion avec d'autres personnes, des experts, des professionnels, des praticiens, et on va bien sûr discuter, débattre de tout cela. Vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions, critiquer, etc., etc. Et puis, vous pourrez aussi, en plus de lever la main, vous pourrez envoyer des textos. En régie, on va faire afficher, bravo la régie, vous allez noter donc mon numéro de téléphone, c'est pas une blague, certains en sont déjà habitués, sont déjà venus. Vous avez là ici le 06 07 64 63 31, c'est mon numéro de téléphone, vous pouvez toute la soirée envoyer des questions, etc. Si vous ne vous sentez pas forcément de lever la main tout de suite, et puis nous on essaiera d'injecter ces questions pour bousculer un petit peu le confort de nos intervenants s'ils sont d'accord avec cela. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je vais présenter notre invité de marque, mais peut-être qu'on peut, d'entrée de jeu, montrer le résultat du sondage. La régie, je peux m'installer là-bas, ouais, je ne tords pas le protocole. Est-ce qu'on peut regarder déjà le sondage? Ce sera une première indication quand même de notre soirée. Est-ce qu'on peut la voir? Alors, qu'est-ce que ça dit? Pour vous, dans votre quotidien, votre contact avec la biodiversité, c'est les animaux, la faune en général. Donc là, il y a très clairement les oiseaux, la faune, les animaux, l'eau, la flore. Microbisme. Et puis après, tout un tas de choses, les champignons, les plantes, les araignées, les humains, tiens, intéressant. On note, Marie-Monique, les humains, etc., etc., etc. Je vais vous demander tout de suite, Marie-Monique, peut-être de commenter cela, mais quand même, il faut commencer par vous présenter. Alors évidemment, vous êtes une journaliste connue, vous êtes une réalisatrice d'un très grand nombre de documentaires et d'ouvrages. On vous montrera d'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant, ils sont en train de sortir justement. Voilà, ces ouvrages que vous pouvez vous faire dédicacer ce soir, que vous pouvez bien sûr acheter. Donc, il y a celui dont on va parler ce soir, Vive les microbes, et puis ce très très bel ouvrage, Ces animaux qui nous protègent, avec donc une explication, une présentation de l'apport en matière de biodiversité de ces êtres. Voilà. Mais un mot quand même sur le fait que votre travail a été salué par un grand nombre de récompenses. Vous avez eu le prix Albert Londres. Vous participez vous-même à un grand nombre de mobilisations en même temps que vos écritures et vos réalisations sur tout un tas de sujets liés aux questions sociales, mais aussi environnementales. Les deux sont certainement liés, vous allez l'expliquer. Et puis, pour vous lancer peut-être, j'ai écouté l'émission de Mathieu Vidard, La Terre au carré, la semaine dernière. Et Mathieu Vidard, pour vous présenter, il a dit que vous étiez la warrior du journalisme d'investigation. Ça c'est Mathieu, je lui laisse les termes. Mais oui, je fais beaucoup d'investigations, donc voilà, et sur des sujets qui sont parfois difficiles. Il en a cité plusieurs. Escadron de la mort, l'école française, c'était un film et un livre qui a envoyé des généraux argentins en prison, donc je suis assez fier quand même. Le monde sans le Monsanto, bien sûr, notre présent quotidien. Donc c'est des sujets où il faut passer beaucoup de temps. Moi, je passe en moyenne 2 ans par sujet d'enquête. Donc il faut être un peu persévérant, un peu têtu, comme je suis. Je suis originaire du Poitou-Charentes. On a un âne qui était en voie d'extinction, qui s'appelle le mulet du Poitou, qui a des grands poils. Alors je n'ai pas de grands poils, mais je suis têtu comme le mulet du Poitou. Donc voilà. Et puis je m'intéresse beaucoup évidemment à toute la question des droits humains. Donc les droits humains, dans un premier temps, c'était les droits humains classiques, les victimes des dictatures. Voilà. Et puis en fait, les droits humains, c'est aussi, maintenant on en parle plus, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet dans les années 2000, on pensait moins aux droits sociaux et économiques, le droit de
de vivre dans un environnement sain, de respirer un air pur, de manger des aliments de qualité. Maintenant, ça y est. Hein, donc voilà, j'ai fait beaucoup de films et de livres sur ces questions aussi. Voilà. Et donc, d'où ça vous vient? Enfin, vous avez une histoire familiale aussi qui a peut-être nourri cet engagement? Oui, Vous pouvez peut-être en dire un mot? Je l'ai revendiqué. Bon, moi, je me considère d'abord, je suis journaliste professionnel. Ça fait 40 ans que j'ai une carte de presse, donc voilà. Mais chacun, évidemment, a son histoire. Et moi, mon histoire, c'est celle d'une fille de paysan née dans le Poitou-Charentes, sur une ferme laitière, qui est un peu directement reliée au sujet de ma dernière enquête. Et des parents qui étaient très engagés. Alors, comme je suis en Normandie, oui, peut-être qu'ici, c'était des jacistes, comme j'ai expliqué chez Mathieu Villard. La JAC, c'était la jeunesse agricole catholique, très engagée, voilà, et un mouvement d'émancipation du monde rural. Et voilà, ça a donné beaucoup de leaders paysans, de dirigeants de coopératives, y compris des ministres. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon environnement. Et mes parents ont été très attachés à la terre, évidemment. Et je suis très attachée à la terre. Et ils m'ont toujours dit que le plus beau métier, c'était quand même celui de paysan, dans le sens où nous dépendons tous de quelqu'un qui sème une graine dans le sol, parce que sinon, on ne peut pas manger. Et donc c'était assez audacieux, parce que vous savez très bien comme moi, enfin en tout cas moi dans les années 70, quand j'étais au lycée de Parthenay dans les Deux-Sèvres, les fils de paysans étaient regardés avec quand même un certain dédain. Voilà. Et de le voir comme ça, oui, je me suis dit, il a raison. Et j'ai donc beaucoup d'affection pour les paysans et paysannes, ceux qui entretiennent les paysages, qui nourrissent les hommes, les femmes. Voilà. Et j'ai moins d'affection pour ceux qui détruisent les paysages. On va sans doute en parler pas mal ce soir. En tout cas, c'est peut-être de là que vous avez forgé votre conviction de ce lien entre l'environnement, la santé, les pratiques agricoles. Oui, en fait, c'est venu progressivement parce que au départ, jamais j'ai pensé que je travaillerais autant sur des questions scientifiques liées à la santé. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, la rupture. J'allais dire, le basculement, c'est quand même le monde sur le Monsanto, où je découvre une multinationale extrêmement puissante, rachetée par Bayer, comme vous savez, qui était aussi une entreprise pharmaceutique, producteur de pesticides, et je découvre des produits extrêmement toxiques qu'elle maintient sur le marché avec plein de... Enfin, vous voyez, tout en sachant qu'ils étaient très toxiques. Bon, je rappelle que ce livre est traduit en 30 langues, le film est passé dans 50 pays, et que je n'ai pas eu de procès. Donc voilà, je souligne, parce que si je m'étais trompée, je pense que j'aurais déjà eu un procès. Alors, ils ont essayé de trouver des failles pour s'engouffrer, mais ils n'en ont pas trouvé, ce qui est... Voilà, j'en suis assez fière. En fait. Ce qui prouve le côté très étayé de votre propos. Ah oui, parce que vous savez, quand on fait de l'investigation, c'est pour ça qu'il dit warrior. Bon, il faut être têtu, mais c'est très dur en fait de faire. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de travail. Voilà. Et vous voyez ce livre, par exemple, c'est 40 pages de notes. Tous mes livres, c'est 40 pages de notes. Vous pouvez tout vérifier. Et ça prend beaucoup de temps de tout vérifier. Mais ça vous met à l'abri d'erreurs. Alors, on peut toujours en faire, hein, je veux dire, malgré les précautions qu'on prend. Mais voilà. Donc, en tout cas, je découvre des produits très toxiques, y compris qu'on met dans les champs de la ferme familiale. Parce que mes parents, jusqu'au monde selon Monsanto, avaient adopté ce mode d'agriculture industrielle, pensant nourrir le monde comme on leur avait dit. Il a fallu que je fasse le monde selon Monsanto pour que mon frère, qui était en GAEC avec mon père, dise on va passer en bio. Et on découvre tout ça, et on découvre des maladies. Et là, à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a une épidémie de cancer, une maladie de Parkinson, véritablement épidémie, c'est-à-dire ça monte sans arrêt. Et puis là, récemment, c'est mon dernier sujet, une épidémie de maladies inflammatoires, l'asthme, allergie, maladie de Crohn. Et ben voilà. Et je dis toujours, il n'y en avait pas, enfin, il y en avait très très peu. L'asthme et l'allergie, dont on va peut-être parler, il y a 50 ans, c'était 3% de la population qui en souffrait. Aujourd'hui, c'est 35%. Et l'OMS annonce 1 personne sur 2 avant 2050. Il s'est bien passé quelque chose. Alors justement, on va y venir. Hein, parce que votre dernier ouvrage, c'était donc La fabrique des pandémies. Oui. Vous expliquez ce lien, justement, avec les affections. Alors, plutôt, la première partie, c'était comprendre le lien entre la destruction de la biodiversité dans des zones qui sont très riches en biodiversité, qui sont évidemment les forêts tropicales, beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux et de microbes. Et quand les humains interviennent dans ces espaces, l'Amazonie, etc., pour semer du soja qui va nourrir les élevages intensifs européens, ou faire du palmier à huile, enfin il y a plein de raisons d'exploiter ces forêts tropicales,
eh bien, on déséquilibre les écosystèmes et c'est là qu'émergent de nouveaux virus. Première partie. La deuxième partie, c'est toujours la biodiversité, mais c'est plus proche de chez nous parce qu'on découvre aussi grâce aux scientifiques, parce que moi, en fait, je ne suis qu'une passeuse. Hein. Moi, mes films et mes livres, les derniers, je donne la parole à ces scientifiques extraordinaires qui œuvrent pour l'intérêt général, donc qui ne travaillent pas pour Monsanto, vous avez bien compris, et qui essaient de comprendre ce qui se passe. Et là, on découvre un autre lien, c'est-à-dire que quand on n'a plus assez de biodiversité, on va en parler ce soir, dans notre environnement immédiat, dans nos villes, vous voyez, y compris à la campagne, parce que, voilà, eh bien, on déséquilibre, d'abord, on appauvrit le microbiote intestinal, et on appauvrit aussi notre système immunitaire, et on est beaucoup plus vulnérable aux maladies d'origine inflammatoire, qui elles-mêmes nous rendent plus vulnérables aux virus qu'on a fait émerger des zones tropicales. Donc on voit bien. Tout est lié. Voilà. Alors on va en parler tout de suite, mais peut-être, pour lancer la discussion sur cette affaire de microbes, vive les microbes, dites-vous, on va peut-être regarder un premier extrait. Je rappelle qu'en même temps que la sortie de ce bouquin, vous avez un documentaire qui sera diffusé le 8 octobre sur Arte. Qui est déjà accessible en ligne d'ailleurs. Voilà, oui, tout à fait. et que vous avez présenté aujourd'hui en avant-première pour les jeunes d'Argentan, oui. Je crois. Voilà, donc notre propre corps comporte des milliards de bactéries, de microbes, enfin de micro-organismes. Il va peut-être falloir faire un petit peu de pédagogie, si vous le voulez bien, microbes, bactéries, etc. Est-ce qu'on peut définir un petit peu les termes? Et surtout, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette constatation? Il l'a bien dit, hein, donc les microbes, ça désigne les bactéries, les champignons, les micro-champignons. Hein. Vous savez que quand on va ramasser, comme j'adorais faire, j'adore toujours d'ailleurs, ramasser les champignons dans la forêt, dessous, il y a des micro-champignons. Enfin, c'est relié, évidemment, et qui sont microscopiques et qui jouent un rôle absolument essentiel pour notamment le développement des arbres, etc. Et puis, alors, les virus qu'on met... Vous avez vu, il y a un débat parce que les virus ont besoin d'un hôte pour se répliquer. Donc certains disent que ce n'est pas vraiment des organismes vivants, parce que, voilà. Mais en général, quand même, on les met dans les microbes. Il y a certains types de parasites, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc en général, ce sont des organismes qui sont souvent unicellulaires, qui ont une seule cellule. Certains ont un noyau d'ADN, d'autres pas. Enfin bon, je raconte tout ça plus en détail dans le livre, si vous voulez avoir les détails. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne les voit pas. Ils sont microscopiques. La première fois qu'on les a vus, c'était il y a 2 siècles, quand un drapier hollandais a mis au point une loupe, qui était le premier microscope, et qu'il a découvert, j'imagine sa tête, j'ai toujours pensé à ça, ces milliards vous voyez, ces milliers de petits organismes qui sont là. Donc maintenant, on estime que dans l'intestin, on a 100 000 milliards de bactéries, les bactéries étant la première famille des microbes en termes de nombre. Et grâce à de nouvelles techniques aujourd'hui, hein, la métagénomique par exemple, on découvre tous les jours des dizaines de milliers de nouvelles bactéries. Et on découvre aussi que l'immense majorité, 99 et quelques % de ces bactéries et microbes, y compris virus, sont absolument essentiels à la vie sur Terre, mais à notre métabolisme. À notre propre métabolisme. Ah oui, c'est fascinant. Hein. Vraiment, c'est fascinant. Dans le livre et dans le film, évidemment, je me suis centré sur le système immunitaire, hein, parce qu'il n'y a plus assez de bonnes bactéries dans les intestins de nos enfants qu'ils ont des problèmes d'immunité. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a une liaison directe, on appelle ça l'axe intestin-cerveau, entre les bactéries de l'intestin et le cerveau, et que certaines familles de bactéries, alors il vaut mieux les avoir, hein, produisent, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais des molécules qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui vont envoyer des messages au cerveau. Et si les bactéries ne sont pas là, pas de message, donc Parkinson. Vous voyez, c'est quand même... voilà. Alors, ce qu'on mange, ce à quoi nous sommes confrontés dans la petite enfance, on va en parler, eh bien, va faire que nous avons ou pas ces bonnes bactéries. Et on comprend mieux, parce que moi, j'ai dit souvent qu'avec tous ces films et livres, maintenant, j'ai comme une espèce de grand puzzle qui s'est constitué, patiemment, hein, c'est beaucoup de travail. On comprend mieux pourquoi il y a des épidémies, enfin, partout il y a des cancers. Vous voyez, on est quoi, 100, une centaine là? Eh bien, levez la main ceux qui connaissaient quelqu'un qui a une femme qui a ou qui a eu un cancer du sein. Levez la main. Et voilà. Et regardez autour de vous. Impressionnant pour les personnes qui nous regardent en direct. Beaucoup de mains se lèvent, presque la moitié de la salle. Hein, voilà. Oui, c'est plutôt 70%. Et quel âge ont les femmes auxquelles vous pensez? Allez-y.
50. Bon, alors, dans mon livre Notre poison quotidien, c'était vraiment aussi un best-seller, je suis obligé de le dire, parce qu'il a fait la une de 5 magazines, le livre aussi, etc., le film aussi. Eh bien, je raconte les témoignages du directeur d'un service du CHU de Montpellier, qui au début des années 1960 emmène tous ses internes voir une patiente, parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. C'est une femme de 34 ans qui a un cancer du sein. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Moi, j'ai 3 filles, entre 27 et 33. Statistiquement, il y en a au moins une qui va avoir un cancer du sein. Bah, il s'est passé quelque chose. Hein. On nous a empoisonné littéralement l'environnement, l'eau, les aliments. Enfin, il faut quand même qu'on réalise que c'est pas normal. Et on peut faire le même test. On y va. Levez la main ceux qui connaissent quelqu'un qui a de l'asthme ou des allergies. Et ben voilà. Donc pour les spectateurs sur Internet, c'est pareil, kiff-kiff, hein, à peu près la moitié de la salle. Alors j'ai fait ça tout à l'heure avec les élèves de 3e qui ont vu le film Vie des microbes. Et je fais ça régulièrement dans les lycées et les collèges parce que c'est très parlant aussi. Je leur ai dit, quand j'avais votre âge, bon, c'était les 3e, donc 14-15 ans, si on avait fait ça, peut-être un enfant aurait levé la main. Un rhume de foin, vous voyez. Mais moi, par exemple, j'avais jamais entendu parler de l'allergie au gluten. Jusqu'en 2005, j'ai fait un film pour Arte sur le blé. Je me souviens toujours avec la monteuse, on découvre qu'il y a la maladie de cœliaque et l'allergie au gluten. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et vous vous rendez compte, 20 ans après, qu'est-ce que vous voyez qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Donc si on sait ce qui s'est passé, et les scientifiques l'ont très bien démontré, on peut agir pour que ça cesse. Vous comprenez? Ou sinon, on va continuer à avoir des familles où il y a des Parkinson partout, des cancers, des asthmes, de l'allergie, du diabète, des maladies de Crohn. Bon, alors on va parler ce soir justement de qu'est-ce qu'on peut faire. On va y venir. Mais moi, j'ai envie de m'arrêter quand même sur un premier constat, un premier enseignement qui mérite sans doute d'être répété. C'est que ce qu'on appelle la biodiversité, enfin, l'environnement peut-être, encore plus loin, en vérité, ça nous concerne complètement, c'est nous sommes constitués, nous sommes habités, nous sommes complètement interdépendants avec une infinité d'êtres, de microbes, etc. Et sans cette biodiversité, sans ce contact coopératif, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas sans ce lien de qualité avec notre environnement, on ne peut pas avancer et on risque ce que vous venez de nous dire sur toutes ces maladies. Alors, donc oui. là, il y a quand même un premier élément de réponse par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est que la biodiversité, c'est nous, on en fait totalement partie. Nous faisons partie, avec d'autres êtres, de la même planète, du même environnement, et donc si on porte atteinte à cet environnement, appelons-le comme ça, c'est à nous que l'on porte atteinte. Tout à fait. Vous avez vraiment très bien résumé c'est ce que j'ai découvert moi aussi finalement, parce que, vous voyez, moi j'avais beaucoup travaillé sur les pesticides, tout ça, ok, mais évidemment la biodiversité, j'étais comme tout le monde, on n'a pas envie que les oiseaux disparaissent, etc., mais j'avais une vision, comme beaucoup d'entre nous, très romantique de cette biodiversité, n'est-ce pas, qui consiste à dire, bon voilà, les pandas, ok, les oiseaux... L'ours blanc. Non, mais on est en train de payer une facture très élevée et qui va être de plus en plus élevée, parce que les conséquences, c'est non seulement la santé, mais c'est aussi le dérèglement climatique, parce que c'est lié. Hein. Parce que nous sommes extraits de cette biodiversité, en la regardant comme un truc là-bas. Ah ouais, d'accord, les pandas, c'est un peu... Oh, bon, d'accord, les oiseaux, bon, d'accord. Les insectes, oh, bon, voilà. Donc, alors que, comme vous dites, nous faisons partie de la biodiversité. Il faut absolument que nous comprenions ça et que nous nous remettions dans la chaîne du vivant. Parce que sinon, eh bien, nous allons devant de très graves problèmes. Voilà. Et c'est déjà le cas. Et donc cela interroge bien sûr l'ensemble des politiques publiques à grande échelle, comme au niveau local. Tout projet, toute démarche, toute action doit prendre en compte ce rapport au vivant, cette préservation de ce rapport au vivant pour assurer notre propre survie en vérité. Ce sont de grands mots, mais attestés par les relevés scientifiques dont vous témoignez. Oui, alors tout à fait, parce que moi je disais je ne suis qu'une passeuse et je suis très impressionnée parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui font très bien leur travail. J'ai dit qu'ils sont indépendants parce qu'ils œuvrent véritablement pour l'intérêt général. Et si vous voyez tous les films que j'ai fait récemment, mais le dernier en particulier, ce sont des instituts publics souvent, hein, il peut y avoir des universités privées d'ailleurs, mais je veux dire, quand on me demande c'est quoi un scientifique indépendant, alors j'ai bricolé une définition, j'ai dit c'est un scientifique qui œuvre pour l'intérêt général et dont la rémunération ne dépend pas du résultat de ses études. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, eh bien, il y en a Vous plein. visez personne, là, non? Non, voilà. Il y en a plein. Et moi, je leur rends hommage parce que vous verrez dans le film Vive les microbes, si je résume en quelques mots, ce sont des scientifiques qui étaient à l'origine plutôt des médecins, qui sont devenus des chercheurs après, justement, soit allergologues ou pédiatres, comme on voit, en Finlande, en Allemagne, et qui voient débarquer dans les années 80 plein de familles qui ont de l'asthme, enfin, des enfants avec de l'asthme. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors justement, il y a eu une étude menée en Finlande, même plusieurs études. Oui, Vous pouvez nous en dire un mot sur la conclusion? En Finlande, on passera ensuite le deuxième extrait sur ce qui se passe dans les cours d'école. Alors en Finlande, c'est l'une des études très longues qui a été conduite, vraiment de référence. La Finlande, peut-être vous ne savez pas, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison de ses relations un peu privilégiées avec l'Allemagne nazie, a dû abandonner une partie de sa province de Carélie. C'est une province finlandaise. Ils ont abandonné une partie de leur Carélie qui a été donc attribuée à la République soviétique de Carélie. Vous voyez, vous me suivez? Donc on s'est retrouvé avec une province finlandaise amputée d'une partie et de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, évidemment, la guerre froide. Donc c'est très intéressant parce que pour un chercheur, c'est inouï d'avoir un terrain de recherche comme ça, c'est inespéré. Guerre froide. Côté finlandais, on occidentalise à grande vitesse, on parle même de la grande accélération. On part d'une société très rurale comme on avait avant la Seconde Guerre mondiale dans plein de pays européens. Et on y va. Parce qu'en plus, c'est une vitrine par rapport à l'Union soviétique. Donc on bétonne tout, on fait des routes partout. Gros exode rural, les petites fermes se ferment. Oui. Des grandes fermes industrielles prennent la place, etc., etc. Côté soviétique, n'est-ce pas? Ça reste comme avant, des petites fermes traditionnelles, polyculture élevage, comme il y avait d'ailleurs chez mes grands-parents, la ferme de mes grands-parents. Voilà. Et donc, quand le mur tombe, pour faire simple, l'Union soviétique s'effondre. Un chercheur que j'ai donc rencontré en Finlande découvre que l'autre côté, le côté russe, donc du coup, il n'y a pas d'asthme, pas d'allergie, alors que chez lui, il y en a plein. Et il se dit, c'est quoi cette histoire? Et voilà comment il va travailler, mais d'arrache-pied, parce qu'au début, lui-même n'y croit pas. Enfin, je le laisse dire dans le film, il dit, je ne pouvais pas y croire. Parce qu'il dit, pourquoi? C'est vrai que c'est spectaculaire. Et alors, suite à ce premier constat, une étude a été faite dans des écoles. On peut peut-être montrer l'extrait, si vous en convenez. Non, en fait, ce scientifique, il a développé un concept qui est maintenant le concept adopté véritablement par l'Organisation mondiale de l'allergie, qui s'appelle l'hypothèse de la biodiversité. Que je résume, c'est que si on veut que nos enfants aient un bon système immunitaire, il faut qu'ils aient un microbiote très riche et qu'ils soient confrontés donc à plein de microbes dans la petite enfance. Et donc c'est ça qu'il a découvert. Et ça passe par, arrêtons l'hygiène, trop d'hygiène, tue l'hygiène, comme c'est dit dans le film. L'hyperhygiénisme, c'est une catastrophe. Manger des aliments transformés, c'est une catastrophe. Qu'il n'y ait plus d'arbres, qu'il n'y ait plus d'animaux dans les environnements, c'est une catastrophe. Qu'on donne trop d'antibiotiques, c'est une catastrophe. Qu'il y ait trop de césariennes, c'est une catastrophe. Enfin, il y a tout un ensemble qui fait que, en fait, pour que les enfants aient un bon système immunitaire, il faut que pendant les 1000 premiers jours de la vie, ils soient confrontés à plein de microbes. D'ailleurs, un scientifique m'a expliqué, après j'arrête, une scientifique, parce qu'il y a une autre étude faite en Allemagne dans les mêmes conditions, alors c'est un peu provocateur, mais j'ai dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, quand le bébé est né, le plus simple, vous trouvez une ferme avec un peu de fumier et vous le roulez dedans. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais au moins, vous voyez, et donc, vous voyez bien que ça va à rebours de tout ce qu'on a pu faire depuis la Seconde Guerre mondiale. 2 semaines? Oui. Et alors, ils sont en train de continuer. Parce que d'abord, ils ont fait pendant un mois, on voit ce qui se passe. Au bout de 2 semaines, ce qu'il faut comprendre, c'est que le microbiote des enfants, 1000 premiers jours de la vie, il est très plastique. Donc, on peut véritablement l'influencer dans un bon sens ou dans un mauvais sens, d'ailleurs. Et donc, au bout de 2 semaines, déjà, enrichissement de la flore intestinale des bébés, enfin des bébés, non pas des bébés, des enfants, c'est une école maternelle. Donc, plus de bonnes bactéries. Et puis, lié à ça, donc, les marqueurs de l'immunité, alors vous voyez le film, enfin, en tout cas, les marqueurs de l'immunité ont augmenté. Et alors maintenant, ils sont en train de continuer l'expérience en suivant les enfants sur plusieurs années pour voir s'ils développent ou pas des allergies, etc. Donc, c'est l'une des, évidemment, des recommandations faites dans le film et par les scientifiques, c'est que, et ça, dans les territoires, c'est une chose qu'on peut faire, évidemment, c'est de casser le béton qu'il y a dans les cours de récréation. Enlevez-moi tout ce béton.
Non, mais c'est vrai, quoi. Et remplacé par des arbres, de la terre, des vrais bacs de terre, hein, avec des vers de terre, comme il a trouvé un. Donc la transformation écologique, c'est offrir à chaque habitant de la ville une pioche. Voilà. Et chacun y va de... Oui. Alors, vous savez, dans le film aussi, il est recommandé d'avoir une vache. Alors, c'est plus compliqué. À tel point, d'ailleurs, vous avez vu peut-être dans le film aussi qu'ils ont tellement identifié les bonnes bactéries dans l'étable. Je dis bien dans l'étable, il y a les vaches. Hein. Donc, les bonnes bactéries et les bons champignons. Dans une étable, on trouve par exemple beaucoup de pénicillium. Vous voyez ce que ça veut dire, le pénicillium? On a fait la pénicilline. Hein. Il y en a plein. Quand un enfant et une femme enceinte respirent ça tous les jours, c'est très très bon pour le microbiote. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne? Oui, moi je conseille de faire des petites lignes là. Vous voyez parce que je plaisante pas. C'est enregistré, Marie-Monique, faites gaffe. Non, je dis ça parce qu'ils ont prélevé avec une balayette ces poussières dans les tables. Et à partir de ça, l'injectent, ils le répandent. Ils ont extrait les bactéries et les champignons qu'il y a dedans. On voit ça dans le film, etc. Et maintenant, ils ont créé un spray nasal qu'ils viennent d'abord de tester sur des souris, c'est-à-dire des souris à qui on donne ce spray nasal et ensuite on leur injecte un allergène, elles ne développent pas l'asthme. Ils ont confirmé sur des cellules humaines et le but, c'est que d'ici 1, 2 ou 3 ans, quand ils auront passé toutes les étapes, ils vont mettre sur le marché ce spray fait avec de la poussière d'étable pour que dans les maternités, les bébés s'en prennent plein le nez. C'est impressionnant. La démonstration semble implacable. Mais pourtant, cette question de la terre, de notre rapport à la terre, mettre les mains dans la terre, etc., ça fait largement débat. Tout le monde a entendu parler du ZAN. Le ZAN, c'est quelque chose qui vous est familier. Vous avez vu ça dans la presse? Non? On en dit peut-être un mot quand même, parce que ça nous permet de faire un pas de côté vers la réponse à cette problématique. En fait, conscient de l'importance d'arrêter l'étalement urbain, de le freiner d'abord, et puis finalement de l'arrêter, parce qu'on a besoin de ce contact direct avec la biodiversité, eh bien, la France a voté une loi qui dit qu'on doit, d'ici 2050, arrêter l'étalement urbain. Zéro artificialisation nette, le fameux ZAN. Ouais. Eh bien, pour X raisons, pour plein de raisons, et il y a des questions extrêmement légitimes qu'il faut traiter, bien sûr, ça fait débat et on n'y est pas du tout. En tout cas, dans les territoires, c'est difficile. Et quand on suit les débats même au plus haut niveau, on voit qu'il y a encore discussion. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? On part de votre constat scientifique, journalistique, et on veut passer à l'échelle, on veut aller plus vite, et on voit qu'il y a débat. Non mais, moi, ce que je pense pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces scientifiques, ils le disent même dans le film, au Parlement européen. Parce qu'on apprend aussi que pour protéger les enfants, il faut consommer du lait cru de vache, y compris pendant la grossesse. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on nous dit. Et ils disent c'est terrible parce qu'en fait on a des mesures qui vont à l'encontre des résultats scientifiques, donc ils sont désespérés. Bien sûr, c'est affligeant de voir vraiment à quel point c'est difficile, quoi, de changer les mentalités. Alors qu'on est vous l'avez très bien dit tout à l'heure, dans une urgence absolue en termes non seulement de climat, de biodiversité, mais de santé, parce que tout est lié. Il faut qu'on sorte de cette conception très productiviste, en fait, qui a été une période de moi je dis toujours comme ça, une période de notre histoire très courte, finalement, au regard de la grande histoire des humains. Si on dit 300 000 ans, si on remonte aux primates, vous voyez, l'histoire de l'industrie de l'humanité, c'est même pas 2 siècles. Et on a longtemps pensé que le progrès, c'était d'arracher les arbres, de bétonner, de faire des routes, des ponts, des autoroutes. Alors évidemment que c'était important à un moment, mais là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si on continue de tout détruire comme ça, on va disparaître avec tous les arbres et avec tout, quoi. Alors comment on fait pour convaincre les gens? On va en discuter avec les gens qui vont monter sur la scène, qui ont chacun leur expérience professionnelle, mais c'est quoi? Là, vous mettez à disposition, et là, vous jouez votre rôle de journaliste, presque de militante, j'ai envie de dire, mais donc vous mettez cela à disposition. Est-ce qu'il faut plus d'informations? Est-ce qu'il faut une information différente? Là, je m'adresse à la journaliste. On débat aussi en France de la qualité du débat public et des réseaux sociaux, des journaux d'information, des chaînes d'information en continu, etc. Est-ce qu'il faut
imposer une vérité. Et comment on impose cette vérité scientifique? Est-ce qu'il faut faire peur aux gens en leur disant qu'on va tous mourir, etc., que c'est une catastrophe et qu'il y a urgence? Est-ce qu'il faut être coercitif? Enfin, comment on embarque les gens? Ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, il faut quand même qu'on réalise que nous sommes dans une situation absolument inédite. Vous l'avez dit aussi. Hein. Alors, c'est très dur de dire ça, parce qu'inédite, ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. C'est-à-dire qu'on est... Vous savez, on parle de la 6e extinction des espèces. Bon, moi, ça m'impressionne toujours de voir qu'on peut dire ça à la radio comme ça. Et ça passe crème. Oui, attendez, les chiffres, 70% des vertébrés ont disparu au cours des 60 dernières années. 80% des insectes, 30% des oiseaux. Et nous, on est quoi, nous? On n'est pas des vertébrés. Si ça continue... Bon, je raconte ça aussi dans le livre « Ces animaux qui nous protègent », un chapitre sur pourquoi ils disparaissent. Il faut bien comprendre une chose. Achetez ce livre. Il faut bien comprendre une chose. Nous sommes des vertébrés et des mammifères reliés au reste du monde du vivant. Dans la fabrique des pandémies, il y avait une scientifique, j'étais à Madagascar, qui parlait des lémuriens comme des espèces qui étaient parapluies. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on surveille ce qui leur arrive, parce que si ça continue de se dégrader, c'est que nous, derrière, on va suivre, et rapidement. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que c'est exceptionnel, parce que la 5e extinction des espèces, je rappelle que c'était il y a 65 millions d'années. Bon, les dinosaures ont disparu, 82% de la biodiversité, c'était une cause géologique, enfin bref. Nous avons, nous les humains, une petite espèce de bipède parmi d'autres, hein, en 2 siècles, dérégler le climat. Mais c'est quand même assez dingue, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est inédit. Et aussi enclencher la 6e extinction des espèces. Bon, en même temps, nous avons aussi provoqué des conditions qui font qu'il y a de plus en plus de malades partout. On peut toujours se boucher les yeux, c'est la vérité. Alors... Donc, vous avez 2 solutions. Alors moi, j'ai fait beaucoup de films pour dénoncer les lanceurs, enfin pour soutenir les lanceurs d'alerte. Et depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années, je fais des films pour soutenir les lanceurs d'avenir. J'ai fait un film et un livre qui s'appelle Les Moissons du futur, qui montre qu'on peut, toujours des scientifiques, des agriculteurs, des paysans, qu'on peut produire des aliments sans pesticides, à condition d'avoir une volonté politique d'accompagner les transitions, évidemment, chez nous par exemple, mais que ça marche. J'ai fait Sacrée Croissance, qui montrait des alternatives de villes notamment, de transition énergétique, de transition alimentaire, etc., dans des grandes villes, enfin partout, et qui remettait en cause le concept de la croissance illimitée, dont il faut vraiment sortir, parce que c'est l'un des problèmes qu'on a. J'ai fait ensuite Qu'est-ce qu'on attend? Village en transition en Alsace, où j'étais encore il y a 3 jours, parce que je fais la suite là. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie de soutenir ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, pour vous donner envie de bouger. Moi, c'est joli ça, lanceurs d'avenir. Voilà, je soutiens les lanceurs d'avenir, et vous en faites partie, parce que quand vous faites une université populaire sur les transitions, moi je suis venu parce que je trouve ça extraordinaire. On a besoin de rendre tout ça désirable, mais je suis quand même obligé de dire que nous sommes dans une situation gravissime. Et je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans, mais je le dis aujourd'hui, parce que je vous dis, c'est une situation gravissime. Ah, excusez-moi, j'insiste. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on arrive à tous se retrousser les manches. On ne peut pas attendre que la mise en marche soit juste désirable, parce que si on attend que les gens désirent ce truc, on risque d'attendre longtemps. Donc peut-être, je me dis, est-ce que il n'y a pas de premières étapes à franchir? Le thème de cette conférence, ou de ce cycle de conférences, c'est la coopération. Quel petit motif d'espoir, quels petits objectifs atteignables, Marie-Monique, on pourrait dessiner là, dans cette idée de coopérer les uns avec les autres, etc. Est-ce que vous voyez des pistes, ou est-ce que vous avez vu quelques réalisations qui pourraient inspirer les spectateurs? Je pense qu'il y a un domaine dans lequel on peut beaucoup intervenir et où les territoires, les collectivités locales ont un rôle à jouer pour engager cette transition, c'est l'alimentation. C'est vraiment important. D'abord, ce serait très bien pour la santé des citoyens, donc c'est parfait. Vous verrez dans ce film comment l'obésité est liée à un dysfonctionnement du microbiote à force de manger des trucs industriels bourrés de pesticides. Enfin, c'est dramatique. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors, il y a plein de choses à faire que j'ai vues, parce que il y a beaucoup d'élus locaux, hein, avec les citoyens qui ont compris et qui font des choses. Hein. Donc ça peut être créer des jardins potagers dans les écoles primaires, absolument important, parce que les jeunes, c'est très important. Il faut leur transmettre le goût de la terre maintenant, c'est-à-dire qu'ils se reconnectent au vivant. Et ça commence là. Hein. Moi, j'ai filmé
quand vous avez, comme ces petits gamins qu'on vient de voir, ah, j'ai vu un ver de terre, je peux vous dire, ils ont leur jardin potager. Bon, moi j'étais au mois j'ai filmé début octobre, donc ils viennent de ramasser les citrouilles et tout. Mais quand des gamins de 3 ans mettent une graine dans le sol et qu'il va pousser une citrouille, je peux vous dire qu'ils la mangent, la citrouille derrière. Donc ça peut se faire. On peut encourager l'alimentation locale, bio, autant que faire se peut, et refaire des cuisines centrales pour les cantines. Sortir des chaînes froides, enfin, et tous ces trucs-là. Créer des jardins partagés. Donc ça veut dire revoir un petit peu le plan d'aménagement urbain, parce qu'il faut libérer des bouts de terrain dans les villes et dans les ceintures autour des... Voilà, tout ça. Et alors, ce qui est bien, c'est que ce que j'ai vu aussi, c'est que tous ceux qui s'engagent dans ce genre d'initiative, après, c'est très très bon pour le moral. Alors vraiment, c'est nickel. Là, ça vous donne un coup de... Vous voyez ? Donc ça, on a besoin des élus pour aussi soutenir, mettre en place ce genre d'initiative, vous voyez ? Entendu. En parlant d'élus et de travail de terrain, nous, France Ville et Territoires Durables, on est venu plusieurs fois ici à Argentan, et si Monsieur le Président m'y autorise, je voudrais juste faire écho à une action parmi plein d'autres, bien sûr, mais une que j'ai retenue et qui m'a beaucoup frappé. Le collègue Hervé Lelièvre aurait pu être là ce soir, c'est un agent de la ville, ville ou agglo d'ailleurs, les deux, qu'on a déjà rencontré, et malheureusement il ne peut pas être là, mais il vous salue bien amicalement. Et on a été témoin d'une action absolument remarquable et qui colle, mais alors vraiment pile poil à la thématique de la soirée. On avait repéré, enfin des experts ont repéré que le nombre d'hirondelles, la population d'hirondelles ici avait chuté. Pourquoi ? Parce que les habitats d'hirondelles avaient été réduits en quantité, donc évidemment pas d'habitat, pas de nichoirs, etc., etc. Et la ville a joué son rôle d'ensemblière en réunissant la LPO, un lycée technique, et au lieu de demander aux gamins du lycée technique de faire ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire construire des trucs en plastoc et qui font bip bip et qui clignotent, je ne sais pas si ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous, mais moi j'ai fait ça servait à rien. Quand je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis dans mon truc, puis après c'était terminé. Ben non, là la ville a fait un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur la LPO pour comprendre les enjeux, identifier, diagnostiquer, l'importance d'un diagnostic local pour savoir ce qu'il faut protéger comme biodiversité, et là où il faut la renforcer. Donc ils ont fait ça, ils ont identifié qu'il y avait ce problème et des opportunités pour renforcer la présence des hirondelles. Ils se sont appuyés sur le lycée technique, qui n'était pas forcément prêt au départ à parler dans cette configuration, et donc les jeunes ont construit voilà, des nichoirs qui ont été placés aux bons endroits, etc. On a là donc et je crois que l'opération est une réussite. Il faudra bien sûr la mesurer sur des décennies, mais enfin, en tout cas, c'était une réussite. Donc on a là un exemple vraiment très simple. Ce n'est pas une question d'argent, je ne crois pas. C'est une question de coopérer, de mutualiser, de conjuguer la connaissance des uns et des autres, de privés, de fonciers privés, d'organismes publics, de diverses compétences pour améliorer la situation. On peut faire des choses, c'est possible, mais ça implique, et c'est le thème de la soirée, j'y reviens encore, une nouvelle manière de faire ensemble. Il faut tisser des alliances, il faut conjuguer nos actions. Oui, on peut faire aussi un atlas de la biodiversité dans une commune, c'est très important. Donc travailler avec les naturalistes, moi j'ai vu ça, donc toujours pareil à Ungersheim où j'ai fait le film Qu'est-ce qu'on attend. J'étais donc il y a 3 jours et là ils ont un atlas, c'est extraordinaire, exactement le nombre d'oiseaux, de plantes, à quoi servent ces plantes. Et l'idée étant évidemment qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Exactement. Et c'est vraiment une vraie question, parce que j'en parle dans le livre Ces animaux qui nous protègent. Imaginez que nos enfants, s'il n'y a plus d'hirondelles, par exemple, ils n'auront jamais vu d'hirondelles et ils ne les verront jamais plus. Et comment voulez-vous qu'ils protègent c'est terrible. C'est ce qu'on appelle l'amnésie. Alors, des paysages, pour commencer, c'est-à-dire, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis par un scientifique américain qui allait beaucoup dans le Montana, qui est un État où il y a des glaciers, etc., des forêts. Il allait là-bas pendant son enfance, puis il revient 40 ans après, les glaciers ont fondu, mais les gens sur place ne s'en sont pas rendus compte véritablement. Parce qu'en fait, c'était
un tout petit peu tous les ans. Et lui, en revenant 40 ans après, il se dit « Oh, ils sont passés où les glaciers ?» Le choc. C'est ce qu'on appelle l'amnésie des paysages. On peut avoir l'amnésie de la biodiversité, c'est-à-dire qu'à force de la détruire, elle ne sera plus là, donc il n'y aura personne pour la regretter, et on est embarqué dans, vous voyez, dans la fin du monde du vivant, quoi. Et donc il faut apprendre et d'abord savoir ce qu'on a sur son territoire. Donc un atlas de la biodiversité, c'est vraiment important. Il y a des gens qui savent très bien accompagner ce genre d'initiative. La LPO, évidemment, pour les oiseaux. Les naturalistes, avec leurs grands appareils là, qui sont en train de capter les libellules, comme j'ai... Enfin, voilà. Et on peut embarquer les enfants là-dedans, dans ce travail de recenser le vivant qu'il y a sur notre territoire. Recenser le vivant, oui. Et ensuite, pour évidemment, voir comment on fait pour protéger, pour arrêter de mettre en danger ces espèces. Parce que, encore une fois, si on prend soin d'abord du territoire où on est et de la biodiversité du territoire où on est, on prend aussi soin de nous-mêmes. Voilà, ça c'est le maître mot de la soirée. Je pense que le message est passé. Vous restez avec nous, Marie-Monique Robin. On va accueillir nos autres invités, mais d'abord, je me dois de saluer monsieur Pierre Philippe, qui est l'enseignant du lycée dont je viens de parler. Je ne savais pas qu'il était dans la salle. C'est le lycée Mazeret-Gabriel. Pierre, j'ai dit une bêtise ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, pardon, Mézeray-Gabriel, bien sûr, Mézeray-Gabriel. Donc c'est Pierre-Philippe. Pierre, il est où, Pierre ? Vous voulez dire un mot ? Approchez, prenez un micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre, puis il y a les gens qui sont à distance. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au projet des nichoirs urbains qui avait été initié en 2022. Et l'objectif, c'était de travailler pour les espèces cavernicoles endémiques et migratoires de la région. Le problème, en fait, c'est que les espèces cavernicoles n'ont plus aucun espace pour se loger parce que l'architecture ne permet plus des petites cavités. On n'a que des murs lisses. Et donc, comme vous le soulignez, on avait travaillé justement avec Monsieur Lelièvre pour identifier les espèces qui étaient les plus affectées par cette problématique. Et puis, on s'était évidemment appuyé sur le savoir de la LPO. Et puis, on avait réuni beaucoup de monde autour de ce projet-là. On avait créé une sorte de comité nature et architecture. Et puis, Monsieur le maire nous avait évidemment soutenus. Les jeunes étudiants en design ont été ravis de pouvoir œuvrer. Et puis, l'un des points clés de ce projet-là, c'était vraiment de sensibiliser les jeunes générations à ce projet. Parce que même dans une zone comme la nôtre, qui est plutôt privilégiée, il y a quand même 30% des espèces qui ont disparu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt fiers du projet. Au niveau des nichoirs à martinets noirs, ils ont été investis par des étourneaux. On remarque que là où la LPO en prévoyait 1 sur 3 d'investis, on est à 7 sur 7, donc c'est très encourageant. J'ai observé un faucon cresserelle à 1 mètre du futur nichoir qu'on lui avait fait. Voilà, donc on est plutôt chanceux pour le moment et on continue d'observer le développement avec Hervé. Bravo, applaudissements nourris. C'est quand même remarquable. J'ajoute, parce qu'il aurait dû être là aussi, mais il y a eu un empêchement de dernière minute. On avait normalement le représentant d'une entreprise qui s'appelle Tertru. Tertru, voilà. Tertu. Qu'est-ce que j'ai dit, décidément, hein. Tertu. Oui, on a une question. On va... Ah, vous voulez... Oui. Attendez, sur ce point-là ou... Sur les hirondelles, oui. Alors attendez, j'arrive. Et donc, ce chef d'entreprise, dont la mission quand même c'est de faire du bénéfice, hein, c'est de faire du business, et c'est pas une honte, c'est normal, eh bien il a pris conscience du rôle d'une entreprise sur le territoire pour la biodiversité, et il s'est fait aider lui aussi par la LPO pour prévoir des installations, notamment des passerelles sur des autoroutes ou sur des rivières, qui incluent des habitats pour les oiseaux. Voilà, c'est une autre manière de contribuer, mais c'est dans le même état d'esprit. Monsieur, allez-y, je vous en prie. Oui, moi je vais intervenir justement sur le nid des hirondelles. J'avais donc justement informé Monsieur Lelièvre, parce qu'à l'Argentan, quartier Saint-Michel, nous avons un immeuble de la PMI, et dans les embrasières de fenêtres, il y avait donc des constructions de nids. Il y a quelques années encore, 3-4 ans, il y en avait quelques-unes.
Et donc tous ces nids ont été détruits par les personnes qui travaillent dans cet immeuble-là. Voilà. Très bien. Cahier de condoléances, de doléances à la sortie, donc on pourra transmettre votre remarque. Alors, on passe à la suite. On passe à la suite. On a accueilli, c'est magique, entre-temps, nos autres invités. Nous avons Isabelle Lambert de l'association La Belle Vie. On va la présenter un peu plus dans un instant. Nous avons Antoine Derieux, directeur régional de l'Office français de la biodiversité ici. Nous avons Cyril Biegala au centre de la Seine, responsable du pôle biodiversité au parc naturel régional. Et puis, nous avons Patrice Ménil, qui est un agriculteur. Voilà, donc là, on a vraiment la chance d'avoir autour de vous, Marie-Monique, un très beau panel, des compétences différentes, et on va voir de quelle manière on peut dessiner de nouvelles coopérations, puisque c'est le but de la soirée. Mais je me tourne tout de suite d'abord vers Isabelle Lambert, donc votre association est dans l'économie sociale et solidaire. On va peut-être récupérer... Non, c'est bon, on a 2 micros, c'est parfait. Économie sociale et solidaire, et vous aidez, vous portez auprès des établissements publics comme les crèches, et vous les incitez justement à revoir, à adapter leur process pour mieux coller aux vivants, pour baisser les atteintes à l'environnement et donc à notre propre existence. Et puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes revenu aujourd'hui même à Argentan remettre 2 labels à des crèches, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, notre principe de départ, c'était de se dire que les très jeunes enfants ont un système immature et que donc, comme vous l'avez expliqué dans votre documentaire, il était donc urgent de s'intéresser à ce qui se passe en termes de santé dans les crèches et comment on pouvait agir pour rendre ces crèches des milieux plus sains et plus ouverts sur la nature. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base de l'association. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience aux professionnels de la petite enfance qui ont plutôt une approche hygiéniste de l'accueil des très jeunes enfants, de leur faire prendre conscience des effets positifs que ça a de retirer les toxiques de la crèche et au contraire de réexposer les enfants à la nature. Cette culture hygiéniste, elle est encouragée par les parents aussi, il faut dire, non? Les parents sont très... Alors, ça fait plusieurs années, en fait, qu'effectivement, il y a cette perception de mettre à l'abri, de mettre sur le côté. Et puis, il y a aussi tous les effets, je dirais, collatéraux, dont on a parlé déjà, sur, par exemple, l'alimentation. Donc il y a des choses, en fait, c'est de remettre de la qualité environnementale dans ces structures, pour agir sur la santé des enfants. Ok. Et quels sont les leviers pour cela? Comment vous initiez le dialogue? Vous adressez à des professionnels? Quelles clés vous utilisez pour les convaincre, pour les embarquer? Oui. Alors, idéalement, quand on arrive avant l'existence d'une crèche, on peut agir sur la qualité du lieu, sur la qualité des matériaux qui sont utilisés. En milieu urbain, c'est parfois difficile d'avoir des grands espaces extérieurs. Donc déjà, travailler sur la qualité des matériaux qui sont utilisés et d'utiliser au maximum des matériaux naturels, que ce soit dans le bâtiment ou dans les activités avec les enfants, ça peut faire une différence. Après, quand les structures sont déjà en fonctionnement, il y a tout un tas de leviers qui correspondent à tous les sujets de fonctionnement d'une crèche. Donc les activités avec les enfants, l'alimentation, les produits d'entretien, enfin, sont autant de sujets qui vont contribuer à préserver la santé des enfants. Comme je le disais, il y a des perceptions qui sont vraiment ancrées, parfois des idées reçues, qui sont l'héritage de formations, d'idées qu'on se fait, etc. Donc l'enjeu, ça va être de déconstruire ça et de montrer qu'on peut faire autrement, tout en protégeant, en respectant un certain nombre de règles, mais de pouvoir faire autrement pour le mieux. Donc pour le coup, votre tactique à vous, c'est la pédagogie? Alors c'est la pédagogie, ouais, c'est sûr, c'est le fait de faire. Donc ça passe beaucoup par de la formation, par le fait d'expérimenter. Donc les professionnels elles-mêmes tentent des choses, expérimentent, travaillent autrement. On est vraiment en pédagogie active pour faire évoluer ça. Et puis évidemment, il y a aussi des choix, on en a parlé déjà, mais dans l'aménagement en fait, de ces espaces de crèche. C'est-à-dire que quand on met du sol souple,
partout, on prive d'autant les enfants de cette reconnexion avec le vivant. Donc penser effectivement à l'aménagement, et quand c'est déjà fait, penser quand il y a des travaux, se dire est-ce que, voilà, quelle qualité de sol je vais mettre là, quelle structure ou pas de motricité je vais mettre là, et comment j'aménage finalement le cadre, quoi. Donc votre expérience fait totalement écho Ouais. de manière très concrète au documentaire dont on vient de voir un extrait, en fait. Hein. Ça a dû vous faire plaisir, j'imagine, Ouais. ces images. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous allez échanger les 06 et puis... Allez-y. On était déjà en rapport, en fait. Bien sûr, on a échangé, et c'est formidable ce que fait cette association, évidemment. Mais il faut tout revoir, hein, y compris comment on s'occupe des petits, quoi, en fait. Hein, et sortir de cette vision, comme tu disais, hyper-hygiéniste, qui fait qu'on a peur des microbes, alors qu'en fait, on a besoin de ce contact. D'ailleurs, l'Allemande qui est dans mon film, elle a commencé comme ça, parce qu'en fait, elle s'était rendue compte qu'il y avait beaucoup d'asthme à Munich. Et du coup, elle a découvert qu'il n'y en avait pas du côté de l'Allemagne de l'Est, la même histoire, pensant que c'était plutôt la pollution atmosphérique qui contribuait à l'asthme. Et ce n'était pas le cas. Après la chute du mur, elle constate qu'il n'y a pas d'asthme et d'allergie dans les villes de l'Allemagne de l'Est. Et elle découvre que c'est parce que les femmes travaillent toutes et mettent leurs enfants dans les crèches. Et du coup, c'est un bouillon de culture, et c'est très bon pour le système immunitaire des enfants. Donc voilà. Donc, si on aseptise tout, évidemment, on a pu. Vous allez voir dans le film, c'est très, très bien expliqué par les scientifiques. Il faut que le système immunitaire il s'éduque. Il faut qu'il soit confronté à des microbes pour pouvoir dire celui-là, il n'est pas méchant, en fait. Voilà, alors laisse tomber, tu t'énerves pas, là, c'est bon. Voyez. Et plus il y en a de microbes, mieux c'est. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut aussi voir les choses qui vont bien. Et en France, il y a aussi beaucoup de structures qui ont entamé en fait ce tournant-là, qui ont pris le tournant sur la reconnexion à la nature des très jeunes enfants. Donc il y a des choses fantastiques comme celles que vous montrez dans d'autres pays qui se font en France. Ça, c'est certain. Je pense que il faut se dire aussi qu'en fait, il faut très peu de temps d'exposition à la nature. Il faut entre 15 et 30 minutes d'exposition à la nature pour réensemencer le microbiote cutané et nasal, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mettre les mains dans la terre? Il faut se rouler dans la forêt? Tout type de contact. Se rouler dans le fumier, je vous ai dit. Dans le fumier, on a vu les images. Hein, il faut... Ah oui, vous verrez dans le film, c'est incroyable. Les enfants, oui. Ouais, donc en fait, on va faire ça dès demain matin au bureau, on va voir comment réagissent les collègues. Voilà, c'est ça. Il faut pas grand-chose. Il faut le déclic. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Donc la formation. Pas qu'une seule fois. Hein. Enfin, quand tu dis non, il faut que ce soit. Surtout dans la petite enfance, quand même. Oui. Très, voilà. En tout cas, ça veut dire que sur le plan de ces établissements qui accueillent du public fragile, hein, on parle là des très jeunes enfants, mais on pourrait parler aussi de nos aînés, par exemple. Oui. Il faut adapter ces lieux pour renforcer leur défense immunitaire. Je rappelle, je fais un clin d'œil, je ne sais pas s'il nous regarde là, mais Sébastien Maire, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu intervenir sur cette scène, c'est le délégué général de notre association. Dans une vie précédente à la mairie de Paris, il a été l'initiateur de ces fameuses cours d'école Oasis. Vous avez peut-être entendu parler de ces cours école Oasis qui maintenant ont essaimé à l'échelle nationale et qui consistent à dire, en gros, avec le même budget de réfection, enfin le budget qui était normalement alloué à l'adaptation, à la tuyauterie, etc., de la cour d'école, on va simplement débitumer, on va faire des économies sur la tuyauterie, on va infiltrer l'eau, ça va permettre de renaturer, d'avoir des zones de fraîcheur qu'on pourra partager avec nos aînés le soir ou le week-end, par ailleurs, ce qui implique de collaborer, de coopérer entre les différents métiers qu'on peut trouver dans une école. Et puis, ça répond à la problématique que vous soulevez ce soir, c'est la reconnexion au bénéfice de la défense immunitaire des enfants. Bref, un autre message peut-être plus général sur votre association ? Alors, on est une association donc nationale. On intervient, on a à peu près aujourd'hui 1000 établissements qui sont engagés dans cette démarche d'évolution de leurs pratiques professionnelles pour accueillir les enfants dans des milieux plus sains. Et donc, oui, comme je le disais en introduction, ça passe beaucoup par de la formation, mais ça passe aussi beaucoup par des échanges entre pairs, en fait, parce que ce dont on parlait sur la formation, la perception des choses, etc., se discute et se fait évoluer ensemble. Donc, ça rejoint le sujet de coopération, de se dire qu'on se rejoint ensemble sur des métiers identiques, mais avec une vision commune
de la qualité de l'accueil des enfants. Alors on va continuer de parler, merci beaucoup Isabelle, vous restez avec nous, on va continuer de parler on va donner le micro à Cyril Bigala, on va continuer de parler des coopérations. Alors je vous présente en un mot, vous êtes la responsable du pôle biodiversité et géodiversité, vous allez nous dire ce que ça veut dire, au PNR, donc ici au Parc naturel régional Normandie-Maine. Qu'est-ce que c'est le PNR ? C'est où ? Est-ce que vous le savez, vous ? En tout cas, moi je l'ai découvert grâce à vous. Dans quel état se trouve la biodiversité ? Vous êtes une institution qui observe quand même la biodiversité. Vous l'avez vu peut-être évoluer, vous aussi, avec un certain nombre d'indicateurs. Et du coup, quelles actions vous proposez, vous-même, en coopération aussi avec d'autres acteurs ? Je crois que vous avez quelques images à nous montrer. En tout cas, la parole est à vous. Merci. Et j'ai à peine 10 minutes. Donc, du coup, non, c'était une petite... Sauver le monde en 10 minutes. Voilà, c'est ça. Non, donc, je ne sais pas si on voit le diaporama derrière moi, sinon, ce n'est pas très grave. Comme je voulais déjà vous faire partir en voyage, donc autour du bocage, territoire de bocage, le territoire Normandie-Maine, le territoire du parc naturel régional Normandie-Maine, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'un PNR ? Je vais revenir à la base assez rapidement pour vous montrer un petit peu les différentes missions qu'ont les PNR, et vous allez voir tout de suite que c'est assez connecté avec la thématique de ce soir. Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel, l'aménagement du territoire. On a tout ce qui est développement économique et social. La partie formation, information, éducation, on l'a mentionné, on l'a cité beaucoup ce soir. Et aussi l'expérimentation et tout ce qui est volet recherche. 50 parcs sont présents, 58 parcs en 2024 à l'échelle de notre territoire français. Normandie-Maine, le parc est assez ancien, il va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est un territoire assez vaste, 136 communes ont réadhéré à notre nouvelle charte, sur 2 régions, 4 départements. Et quand on voit la carte géologique qu'il y a derrière nous aux multiples couleurs, on voit qu'il y a une diversité et une fracture. D'une partie, il y a le bassin parisien où la ville d'Argentan est présente. Donc, je ne l'ai pas mentionné, bien sûr, mais Argentan est une ville porte en fait, du PNR et en ce sens, elle est le relais et le passeur de tous les messages au niveau de notre territoire. Cette diversité géologique, donc vous me disiez qu'est-ce que la géodiversité ? Eh bien, c'est la diversité tout simplement géologique avec cette carte géologique que vous avez derrière vous. On peut apercevoir déjà 600 millions d'années d'histoire. Et c'est pour ces 600 millions d'années d'histoire et plein d'autres choses que l'on a candidaté pour être Géoparc mondial UNESCO. Et on a eu ce label en 2024 pour retracer toute cette diversité géologique. Et on est dans vraiment les objectifs de développement durable de l'UNESCO, avec aussi les éléments de biodiversité et les éléments tout à fait socio-culturels d'un territoire qui vit. Donc, territoire qui vit, territoire d'élevage, avec sa richesse, bien sûr, biologique. On a parlé des vaches, vous en avez une typiquement normande derrière vous. Et c'est aussi une diversité de paysages que vous apercevez dans la diapositive après. Donc, bien sûr, on a un territoire de bocage avec une évolution du bocage que vous connaissez, malheureusement, avec une disparition assez prononcée et qui continue malgré toutes les opérations qu'on peut mener. Vous avez un petit panel de milieux. Et cette diversité de milieux, elle est aussi présente dans notre territoire. Je vous ai parlé de la géologie avec ses fractures. Et ce qu'on aperçoit dans la diapositive suivante, c'est les sites Natura 2000 qui sont, on va dire, un petit reflet des espaces protégés de notre territoire. Il y a aussi d'autres outils, mais j'ai mentionné celui-là, j'aurais pu parler des réserves naturelles régionales, qui vous dressent un portrait des habitats
traverser. Les pierriers, les pelouses calcaires, les landes. En fonction du type de sol, du type de milieu, vous allez avoir une richesse floristique et faunistique qui vont s'exprimer. L'état de la biodiversité, c'est vraiment un sujet très complexe en fait. Souvent, on a la chance d'avoir un réseau de bénévoles très dense qui suivent ces espèces-là depuis de nombreuses années. Et donc, on s'appuie sur eux, on collecte un peu toutes ces données et au fil de certains protocoles qui sont des fois normés au niveau national, on va pouvoir avoir des tendances. Donc je ne vais pas contrecarrer les tendances nationales, on est dans cette même dynamique. Cette photo de miroir, c'est un petit papillon qui est forestier, était très présent sur toutes les zones humides par le passé, et aujourd'hui il est encore présent sur ces zones humides, mais ces zones humides se sont raréfiées, donc fragmentation de l'habitat et les différentes menaces qui en découlent. Donc vraiment une nécessité de connaître la biodiversité, vous le disiez, hein, on protège que ce qu'on connaît, et donc on collecte cette donnée, c'est la base de données naturaliste que l'on peut avoir dans la diapositive que vous avez après. Cet effondrement de la biodiversité, c'est un constat qu'on a partagé dans le cadre de notre nouvelle charte naturelle, notre nouvelle charte à 15 ans, avec le changement climatique. C'est vraiment 2 défis sur lesquels on a proposé 3 ambitions, dont la première, c'est de construire un territoire coopératif. Donc on est toujours dans le thème. Et le deuxième, on est sur amplifier la connexion à la nature. Voilà les cœurs de nos missions, en fait, en tant que parc naturel régional. Donc, les actions, on en a beaucoup. On est quand même, voilà, une petite en un mot, les grands axes. En un mot, vous avez une diapositive derrière vous qui présente bien sûr notre travail très important sur le bocage et le maintien du bocage avec un programme bocage et la poursuite des plantations de haies. Mais il n'y a rien de... C'est du temps long, c'est du travail long. On a parlé des ABC, on a parlé de la renaturation des cours d'école. Donc on mène ce type de projet-là. Et derrière, je voulais m'arrêter sur 2 petites choses pour terminer. La première, c'est la modélisation, en diapositive suivante, une modélisation du changement climatique à échelle fine. On a travaillé avec le GIEC normand et l'Université de Caen pour se projeter à 2100 avec différents scénarios pour voir quelle température, quelle précipitation, quel climat on aura sur ce laps de temps-là. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il est temps d'avoir une action vraiment rapide et forte pour enrayer un peu les conséquences que nous allons avoir dans les décennies prochaines. Une petite note positive pour terminer, on a lancé sur le territoire du parc les observateurs de la biodiversité. Observateurs de la biodiversité qui sont un par commune que pendant 1 an où c'est pas forcément des gens naturalistes, mais plutôt des personnes qui ont envie de s'intéresser et être un petit peu les passeurs sur leur commune pendant 1 année pour faire remonter ce qu'ils voient. Et donc se créer un petit groupe, une synergie et des propositions à l'issue de cette année. Voilà. Bravo, merci, on peut vous applaudir. Donc on a changé complètement d'environnement, on était beaucoup sur l'urbain tout à l'heure, les cours d'école, etc., notre environnement direct, mais on se rend compte qu'en fait la question, la problématique est la même quand on sort un petit peu de la ville et quand on va dans ce type de parc. En fait, la biodiversité à tous les étages, même combat. Certains disent qu'il faut même renaturer les campagnes. Je me souviens d'une séance où ça avait été dit juste dans la salle à côté. Renaturer la ville, oui, mais renaturer les campagnes. Et la transition est toute trouvée. Je me tourne vers Patrice Ménil. Je veux bien qu'on amène à Patrice un micro. Patrice, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment hyper sympa. Parce que vous êtes agriculteur bio. Oui. Mais au départ, on sait qu'il y a un débat assez nourri, on va dire, autour de l'agriculture et de son impact sur l'environnement et sur nos propres vies. Donc c'est vraiment super qu'on puisse avoir cette diversité d'acteurs autour de la table. Merci à vous. Et alors j'ajoute en plus que quand on s'est eu au téléphone, vous aviez dit votre
précaution et votre, comment dirais-je, par rapport au fait que vous ne pensiez pas être représentatif de toute une profession, etc. Et moi, j'ai trouvé que cette humilité était justement un bon signe et ça renforçait l'intérêt de vous avoir ce soir. Vous avez un témoignage très fort à partager aux spectateurs parce que, et on va peut-être commencer par là si vous le voulez bien, à 30 ans, vous avez changé de voie, vous êtes passé au bio, mais avant cela, vous étiez un agriculteur peut-être plus, je ne sais pas comment le dire, peut-être plus classique en tout cas. Voilà, commençons par là, du début, et puis cette transition, si vous voulez bien. Oui, alors donc en fait la conversion en bio elle a lieu plus âgée parce que je me suis installé à l'âge de 30 ans en 1995 et la conversion bio elle est de 2016. Voilà. Donc moi ça rejoint un peu l'histoire que racontait Marie-Monique tout à l'heure, l'histoire de la ferme familiale. C'est-à-dire que je suis issu de l'enseignement agricole classique dans les années 80 où on enseignait une manière de produire qui était intensive. Voilà, il fallait produire. Mes parents étaient rentrés aussi dans une agriculture intensive depuis le début des années 60. Et voilà, donc il y avait pas. Moi à l'époque, je me posais pas de questions particulières par rapport à ça. Il n'y avait pas de remise en cause. Personne ne posait de problème par rapport à ces pratiques. Et puis un jour, j'ai été mis en éveil par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Alain Guignard, qui était l'un des précurseurs de la bio dans l'Orne. Et qui, lors d'une visite chez lui, en fait, on lui posait la question, mais pourquoi la bio ? Enfin, nous, on ne voyait pas très bien l'intérêt, en fait. Et il avait répondu, il pensait que l'utilisation de tous ces produits chimiques, intuitivement, lui semblait être pas bon pour l'environnement, quoi. Donc moi, ça m'avait interpellé, et en fait, j'ai grandi avec ça, si je peux dire. Et en 1995, quand je me suis installé sur la ferme parentale, en fait, j'ai pas eu le courage de m'installer directement en bio parce qu'à cette époque-là, c'était pas non plus très développé. Il n'y a pas de circuit vraiment de commercialisation. Donc, je me suis installé sur le même modèle que mes parents. Voilà, donc c'est pas très courageux de ma part, mais c'était comme ça. En tout cas, c'était le cas de beaucoup d'agriculteurs parce qu'en fait, on est aussi très lié à notre environnement social. Et notre environnement social, c'est nos voisins qui nous regardent, qui regardent comment vous travaillez. Et c'est très difficile de s'arracher à ça aussi. Donc ça, on note ce point très important, ce à quoi on est habitué, ce à quoi on est attaché. C'est un point très important, on va y revenir. Allez-y, Patrice. Donc voilà, j'ai vécu comme ça 95 pendant 20 ans en fait, voilà, en ayant toujours cette conscience environnementale, en essayant de faire du mieux que je pouvais dans un système classique intensif que j'avais quand même extensifié un minimum. Et puis après, il y a eu les périodes 2015-2020 où là, on sentait que les choses changeaient. Il y avait une information du public qui était plus importante par rapport à la nocivité des produits. Puis ton travail a énormément contribué à ça aussi. Et il y avait aussi des encouragements des pouvoirs publics, un accompagnement, ce qui fait que moi je me suis dit voilà, c'est maintenant, il faut le faire. Et donc voilà, moi j'ai retrouvé, en fait, c'était une vraie libération pour moi, un vrai changement. J'ai retrouvé goût à mon travail, quoi. J'ai retrouvé du sens à mon métier, dans le sens où il y avait une reconnexion avec mon environnement, et puis on produisait ce qu'en fait l'environnement, notre environnement direct pouvait nous donner. Et ça, c'était vraiment, c'est redonner du sens au métier, quoi. Quelles étaient les principales difficultés qu'il a fallu dépasser pour y arriver ? Les principales difficultés économiques. Alors, dans un premier temps, franchement, il n'y a pas eu de difficulté parce que moi, j'étais dans un système un peu déjà extensifié, donc ça s'est fait assez naturellement. Financièrement, c'était plutôt une bonne chose à ce moment-là de le faire parce que les produits bio étaient mieux payés que le conventionnel. On était dans une crise du conventionnel. Donc, il n'y a pas eu vraiment de difficulté. Voilà, sur la transition, là, ça s'est très bien fait. La difficulté est arrivée après. En fait, c'est post-Covid, quoi, que les difficultés sont vraiment arrivées. Où là, on a eu un changement de comportement du consommateur, en fait, qui est lié, moi je ne saurais pas trop l'expliquer, mais qui est lié à certainement plein de choses, et où les produits bio ont été moins demandés, moins consommés, et donc ça a été un effet direct sur les producteurs, avec une baisse des prix à la production.
des gens qui ont été... moi, je connais des gens qui ont cessé leur activité ou qui sont repassés en conventionnel. Enfin, c'est assez dramatique, hein, honnêtement. Mais pour moi, il n'a jamais été question de changer d'optique parce que c'était ça où j'ai arrêté le métier. Il n'était pas du tout question de revenir en arrière. Donc, je persiste dans le système. Et aujourd'hui, moi, je suis payé, je suis producteur de lait, en fait. Hein. Je n'ai pas précisé. Mais en fait... Vous êtes organisé d'ailleurs en coopérative, vous disiez, pour... Oui. C'est une SAS, enfin c'est Biolay pour ceux qui connaissent en fait, qui collecte le lait chez moi, qui est à l'origine un GIE, qui est à l'origine de la création de la filière, de valorisation de la filière lait. Donc alors, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc Biolay, oui, en fait Biolay s'est retrouvé en difficulté avec la baisse de la consommation et donc parce que Biolay en fait ne fait que collecter. En fait, c'est parti Biolay, si vous voulez, au début des années 90. C'est quelques producteurs, 2 ou 3 producteurs, qui se sont dit il n'y avait pas de valorisation du bio. Ils se sont dit il faut qu'on essaie de valoriser notre lait. Donc ils ont acheté un camion, une citerne en commun, ils ont mis leur lait en commun et ils sont allés le vendre à des industriels pour qu'ils puissent faire des fabrications bio. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à vendre des produits bio laitiers, quoi. Et puis Biolay a grossi. Aujourd'hui, c'est 1300 producteurs, sans doute un peu moins aujourd'hui. Enfin, c'était 1300 producteurs, ça a dû baisser un petit peu là. Les volumes de production ont baissé. Et comme Biolay en fait est resté sur le même modèle que l'origine, eh bien en fait Biolay ne fait qu'acheter le lait chez les producteurs et le revend aux industriels, quoi. Il travaille avec environ peu d'une centaine de clients différents. Mais en cas de crise, quand la demande baisse, en fait, les systèmes comme Biolay sont les premiers à souffrir, quoi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des voisins qui sont en conventionnel, ils sont payés plus cher que moi en bio, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment croire au système. Et voilà. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le message passe, hein. Les freins, les 2 freins, on les voit bien. En fait, moi, je trouve que les 2 freins au changement, ils sont là. Il est culturel. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, quand je me suis installé, je n'avais pas osé franchir le pas pour des questions de pression sociale que je me mettais tout seul, hein, mais c'est un frein, je trouve, important. C'est pas facile de changer. Et puis le deuxième frein, c'est aussi l'absence de volonté des pouvoirs publics. Moi, je crois énormément à la volonté politique. Pour moi, la clé, elle est vraiment là, quoi. C'est la volonté des politiques qui va faire changer les mentalités et changer les choses, quoi. Je pense. Entendu. Merci beaucoup, Patrice. On peut vous applaudir pour ce premier tour de table. C'est quand même remarquable, hein. On va se tourner vers Antoine Derieux. Antoine, bienvenue. Vous avez un micro. Vous êtes donc le directeur régional de l'OFB. Je rappelle, mais c'est écrit sur votre pull, que vous avez un pouvoir de police. Et je pense que c'est très bien que vous soyez venu en tenue de travail. Donc l'OFB assure la police de l'environnement. Vous allez nous expliquer un petit peu. On parle d'agriculture, mais il n'y a pas que cela. Vous êtes un appui extrêmement précieux, comme d'autres acteurs du territoire, pour la fine connaissance de notre environnement, de la biodiversité. Et en cela, donc, vous appuyez les territoires et les politiques publiques. Et puis, du coup, vous avez enfin un rôle majeur de mobilisation de la société et des acteurs. Et c'est bien notre sujet ce soir. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis très heureux d'être ici. Je vois qu'on est tous dans le même sens. On ne sauvera pas tous le monde demain, mais on a quand même un bel élan et c'est important. Je le souligne parce que Monsieur le maire a fait un propos introductif, mais a été trop modeste, je trouve. Et moi, je peux me permettre de le faire. La commune d'Argentan, c'est une commune exemplaire, je le dis. Ça me fait plaisir de le dire. J'ai un message qui m'est passé par mes équipes, que les élus sont extrêmement dynamiques, que Monsieur Lelièvre, dont on a cité le nom, est un des animateurs les plus fiables de toute la région sur les dispositifs de mobilisation. Marie-Monique a parlé tout à l'heure des ABC. Il y a bien sûr un ABC de longue date sur la commune d'Argentan. C'est une commune qui est reconnue territoire engagé pour la nature. C'est une commune sur les 40 en Normandie qui a 3 aires terrestres éducatives. Alors on a beaucoup parlé des enfants, les tout petits. Et moi je crois énormément, parce que professionnellement j'y crois, parce que c'est un dispositif de l'établissement, mais aussi en tant que papa,
aux aires terrestres éducatives, c'est-à-dire éduquer nos enfants, les apprendre tout de suite à aller dans la nature, en effet, les sortir, les mettre au grand air pour les microbes, mais là j'ai tout à apprendre. Mais aussi tout simplement pour apprendre à reconnaître les espèces, se reconnecter, on l'a dit beaucoup. Il n'y a pas longtemps, avec des enfants, il y a un enfant qui a, à la surprise générale, ramassé un déchet dans la baie du Mont-Saint-Michel, pas loin d'ici. Alors là, tout le monde se retourne et est étonné. Et puis quand on explique, en fait, ça vient à forcer l'admiration. Alors là, on passe une étape. Alors c'est pareil, c'est pas parce qu'on va ramasser une bouteille de plastique qu'on va sauver la Terre, mais moi je crois beaucoup quand même à ces petits pas en avant, tous ces dispositifs de mobilisation dont on parlait sur Argentan. Voilà. Donc vous parliez des atlas de la biodiversité communale, c'est apprendre la nature qui nous entoure. C'est pareil, quand on l'apprend, on ne la sauve pas en direct, mais quand même, on s'y sensibilise, on apprend, on progresse. Et donc tous ces dispositifs-là, qui sont portés par l'établissement, mais il en existe beaucoup d'autres, aident à se reconnecter à la nature, à apprendre à la connaître. Apprendre à la connaître, c'est le premier pas pour la préserver. On ne va pas freiner par ces petits dispositifs le changement climatique, réchauffement, l'acidification des océans, on pourra en parler longtemps aussi. Hein, là, on est sur une trajectoire inéluctable, mais par contre, on va accompagner, on va progresser. On parlait de la résilience chez les petits-enfants en peut-être 15 jours sur certaines thématiques. On peut aussi faire confiance à la nature pour évoluer, progresser, pour autant qu'on prenne ce virage aujourd'hui, qu'on le prenne sérieusement, de manière déterminée et qu'on avance. Et moi, je pense que la nature va évoluer, c'est une certitude maintenant, mais on peut encore s'y retrouver et puis apprendre à l'aimer et à la respecter. Dans ce respect, il y a une autre mission de l'établissement. Alors, je reprends les propos de monsieur qui parlait de la destruction des nids d'hirondelles. C'est un habitat d'espèces protégées, donc c'est interdit. On parlait des destructions de haies, voilà, donc c'est interdit. Alors il y a plein de choses comme ça qui nous entourent, entre personnes convaincues, on va dire bah oui c'est quand même dramatique. Et ben c'est bien aussi c'est indispensable qu'il y ait une police de l'environnement et qui pour récompenser le travail de tous ceux qui font bien, et ben soit là aussi pour verbaliser, relever les infractions de ceux qui ne font pas bien et qui respectent pas les règles. Et dans ces règles il y a les paysages. Donc c'est pas contre certains acteurs, c'est bien contre certaines personnes qui font pas bien. Et donc c'est ce travail de police de l'environnement que mène l'Office français de la biodiversité. Alors récemment, vous m'arrêtez dès que je suis trop long, hein. Il y a un risque. Pas du tout, non mais je voulais juste insérer une remarque là-dessus, c'est-à-dire que cette police de l'environnement, en fait, c'est simplement, vous êtes comment dirais-je, le gardien de notre commun, en fait. Il faut qu'on réalise ça. C'est-à-dire que c'est pas juste pour fliquer et verbaliser des gens qui seraient pas dans la case. Il s'agit de notre bien commun. C'est de cela dont on parle depuis tout à l'heure. Je pense que c'est quand même, votre rôle est absolument essentiel. Complètement. Vous avez tout résumé. On a essayé il y a quelques mois de dire l'Office français de la biodiversité est contre l'agriculture. Moi, je salue les initiatives qu'a présentées Patrice tout à l'heure, et c'est tout l'inverse. Hein. On est le premier à savoir, on l'a dit tout à l'heure, on en est tous convaincus. J'en suis sûr que l'agriculture, les territoires sont les premiers à accueillir la biodiversité. Donc oui, l'agriculteur a ce rôle, c'est lui qui accueille la biodiversité. Donc il y a un respect majeur pour cette profession. Et là, quelquefois, parfois, mais alors c'est une infime minorité, il y a quelques erreurs qui sont faites, soit par des polluants, on parlait tout à l'heure du glyphosate, ça fait partie de nos actions. C'est quand le glyphosate, par exemple, est mis trop près des cours d'eau, donc bien sûr on le verbalise, parce que vous parliez de bien commun à l'instant, l'eau qui coule, c'est notre bien commun et c'est particulièrement important. Parce qu'il y a encore du glyphosate ? Oh oui. Et si là encore, 99% de la profession fait particulièrement attention, c'est important qu'il y ait une police de l'environnement qui soit là pour le pourcent qui reste et qui rappelle à l'ordre, parce que là encore, ça va se retrouver directement dans la qualité de nos eaux. Donc là, on parlait tout à l'heure de la biodiversité et de la vie humaine qui est directement impactée. Donc il y a la vie humaine et puis il y a toute la biodiversité, il y a les poissons, il y a toute la flore. Et donc c'est important qu'il y ait cette mobilisation qui soit accompagnée également d'une police de l'environnement efficace. Alors, de là où vous parlez, Antoine, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui stratégique pour changer ? On a parlé de beaucoup de mentalité quand même. Hein. On sent bien que... Parce que là,
on est quand même pas mal d'accord. On va vous passer la parole, on va voir si on est tous d'accord aussi dans la salle. Mais quand même, c'est quoi le nœud pour vous? Comment on fait pour motiver un acteur? C'est quoi la clé? Vous êtes habitué, vous parlez avec énormément de personnes toute la journée, sur le terrain, dans les bureaux, etc. Est-ce que vous avez repéré une ou deux clés pour vraiment occasionner ces déclenchements, ce changement d'imaginaire, de considération du commun? Alors d'abord, la formule magique, et si on est tous là à en parler, c'est qu'on ne l'a pas trouvée. Moi, j'estime très humblement qu'on ne l'a pas trouvée collectivement. On a des programmes qui valorisent, on parlait tout à l'heure des plantations de haies, on a des programmes, etc. Il faut savoir que les plantations de haies, on a plus de financement que d'acteurs prêts à en planter. Donc ce n'est pas un problème d'argent public, clairement, sur tout le territoire normand. Donc on a des solutions qui marchent. Donc on sait que vous plantez une haie, tout de suite vous avez de la biodiversité qui revient. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Et pour autant, on n'arrive pas encore à trouver l'élément qui va faire boule de neige, tache d'huile, pour reprendre tous ces termes. Voilà, donc on arrive à avoir des beaux exemples, on arrive à démontrer qu'ils marchent, on arrive à démontrer qu'ils ont une économie positive. C'était le rôle du programme Agrifaune, c'est le rôle du programme Agrifaune porté par l'établissement entre agriculteurs et chasseurs pour montrer qu'il y a des exemples qui marchent. Donc là encore, sur l'implantation d'éléments fixes du paysage, les bandes enherbées, sur certains mélanges de cultures, etc., qui sont plus favorables à la biodiversité. Et c'est vrai qu'on a du mal, je pense qu'il faut le dire, à vraiment essaimer très très fort. Donc on continue à se battre, à progresser. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur les initiatives citoyennes, et notamment sur la formation des plus jeunes, moi j'y crois énormément, parce que je pense que c'est toute une philosophie qui est à refaire, vous l'avez très bien dit les uns et les autres, et une philosophie à faire évoluer. Moi je pense que les jeunes générations, par plaisir ou forcés de le faire, seront quand même amenés à évoluer sur cette sensibilité environnementale. Merci Antoine. Applaudissements pour ce premier tour de table. Marie-Monique, vous voulez réagir? Juste comme ça au passage, avant de vous passer la parole, vu l'urgence dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que avec l'inertie de ce changement climatique et des atteintes à l'environnement, on sait déjà que pour plein de sujets, c'est déjà trop tard, il va falloir s'adapter. Bon. Est-ce que la clé, c'est vraiment de former les plus jeunes d'entre nous? Oui, il faut le faire. Mais est-ce que l'urgence, c'est pas plutôt d'aller taper à la porte des décideuses et décideurs qui peuvent appuyer sur des boutons aujourd'hui, demain, en votant des plans locaux d'urbanisme, en montant des entreprises, en vendant tel ou tel produit ou en prenant leur bagnole, etc. etc. Voilà, il y a peut-être aussi plusieurs échelles, mais pardon, Marie-Monique, allez-y. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends, alors je remercie l'OFB quand même parce que vous faites partie vous avez soutenu La Fabrique des pandémies, le film, et aussi Vie des microbes. Et aussi, je vous le dis parce que c'est intéressant, c'est libre d'accès, un site internet que nous avons donc créé avec l'Éducation nationale, qui s'appelle lafabriquedespandémies.com, tout attaché sans accent. Il y a 30 vidéos complémentaires de La Fabrique des pandémies. On va rajouter 7 vidéos liées à Vie des microbes. Je te dis s'il y a des enseignants dans cette salle, mais pas que. Hein. Quand j'entends les témoignages, si on est dans une situation d'urgence, c'est très clair ce qu'il faut. Hein. Moi, j'ai écrit ça dans mon livre Sacrée croissance, où j'imaginais, et je l'ai écrit en 2034, à l'époque. J'ai bien dit 2034. Où j'avais imaginé que 20 ans plus tôt, nous avions un gouvernement, pas uniquement une université populaire des transitions, très important. Vous étiez les pionniers, d'ailleurs, dans mon livre, j'aurais pu raconter que vous étiez des pionniers. On a besoin d'un gouvernement, deux gouvernements, qui s'emparent de cette notion de transition et véritablement en font la matrice de toute action publique et encouragent l'agriculture biologique, véritablement, par toute une série de mesures. Bon, on a beaucoup parlé de la loi, vous savez, qui est censée faire que dans les cantines, il y ait 20% d'aliments bio, etc. On attend toujours. Enfin, il y a plein de mesures qu'on peut prendre. On a besoin de soutenir l'OFB, parce que parfois, c'est pas très simple pour vous quand même. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je connais un petit peu votre maison. Voilà. Donc, c'est une volonté politique dont on a besoin pour ensuite expliquer aux Français et Françaises. Parce que moi, je suis assez frappée, je me balade beaucoup sur tout le territoire national, et pas que, hein, avec mes films et livres. Beaucoup de citoyens et citoyennes, je suis sûre ici dans cette salle, ont bien compris que le réchauffement climatique, c'était sérieux, n'est-ce pas?
que c'était pas une espèce de lubie d'écolo à vélo, là, hein, vous voyez, que En la biodiversité- claquette chaussette. Voilà, et que voilà, mais il y a un désarroi beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas de réponse politique à la hauteur de ces inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Je rappelle les sondages, 80 et quelques % des Français qui s'inquiètent parce qu'ils pensent que leurs enfants vont moins bien vivre et ils ont raison. Donc, je veux dire, on a besoin de politique de transition nationale qui va faire qu'on donne le message aux Français, qu'on explique l'enjeu énorme dans lequel nous sommes, les défis que nous devons relever collectivement, pour ensuite changer de cap et accompagner, soutenir. Moi, ça me rend malade d'entendre, je le savais, hein, que le lait conventionnel se vend plus cher que le lait bio, et que des collègues à toi sont en train de revenir en arrière, alors qu'on sait très bien qu'il faut revoir le modèle agricole et l'accompagner, cette transition. On a besoin d'une transition politique, dites-vous? Est-ce que vous êtes prête à vous engager vous-même? Je reçois des textos, Marie-Monique, Premier ministre. Ah ouais. Bon, moi j'ai dit l'autre jour, quand j'étais à l'émission dont tu as parlé, Mathieu Vidard, j'avais beaucoup réfléchi avant, hein, parce que moi je me suis toujours astreinte à un certain devoir de réserve, entre guillemets, c'est-à-dire, moi je suis d'abord journaliste professionnel, très engagé dans ce que je fais parce que je pense qu'on est ce qu'on est, voilà, mais je fais un travail sérieux. Et voilà. Mais là, je sors de ma réserve. Je suis sortie de ma réserve le vendredi dernier. Je ne l'avais jamais fait comme ça. Même Mathieu m'a dit, waouh, ça t'a fait exploser le truc. Warrior, il a dit. Ouais. Mais t'as fait exploser je sais pas quoi, les messages là. Parce que la question qui se pose, c'est comment on fait pour que cette transition, elle soit portée au niveau national véritablement et qu'on ait les bons élus pour la porter. C'est ça la question. Hein. Et donc. Alors voilà. ça dépend quand même des gens qui vont voter, ça dépend de vous oui, en fait. Bien sûr. On va peut-être leur donner la parole et recevoir des questions ou des remarques. Allez, c'est parti. La parole au public. Pour une fois, vous avez été assez sobre sur l'affaire du texto. La dernière fois, je m'étais fait bombarder, c'était rigolo. Mais là, donc plutôt à l'oral. Alors, qui veut prendre la parole? Levez la main. Voilà. Alors, on a 2 personnes ici, madame et madame. Voilà, allez-y. Bonsoir. Je pense juste une réaction tout de suite à chaud. Puisqu'il n'y a pas de réponse politique, est-ce qu'on est obligé d'attendre une réponse politique et pas agir entre nous au niveau local et entre citoyens pour faire bouger les choses? Puisque rien ne bouge au-dessus, quoi. Voilà. L'engagement. Merci pour votre question. N'hésitez pas à dire votre prénom ou d'où vous parlez, comme ça permet de... Je suis une petite commune à côté de la forêt, dont je tiens beaucoup. Donc voilà. Super. Merci pour votre question. Madame. Bonsoir. Moi, je rebondis sur l'intervention du Votre monsieur... micro près du... Pardon. Je rebondis sur l'intervention du monsieur de l'Office français de la biodiversité. Dans notre secteur plus ou moins proche, il y a quelque temps, il y a eu des agriculteurs qui se sont battus pour défendre des haies parce qu'on allait les faire tomber pour faire passer la fibre dans les campagnes. Quelle est votre possibilité d'action par rapport à ça? Je ne sais pas où ils en sont, eux, par rapport à ça. On entend qu'il ne faut pas revenir au temps de la lampe à pétrole ou de la chandelle, on est d'accord. Mais n'empêche qu'avant d'entendre il faut replanter des haies, est-ce qu'on ne peut pas protéger celles qu'on a déjà? Et quels sont vos moyens, à vous, par rapport à ça? Allez, Antoine, sur cette question. Oui, alors sur cette question... La question, bien sûr, que l'existant est toujours plus riche que ce qu'on replante. Ça, c'est une vérité générale. Je ne sais pas jusqu'où je vous emmène dans la sphère administrative de ce genre de décision. Alors, je vais essayer de pas trop profond. Hein. Bah oui, j'ai bien compris. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que tout développement ne peut pas être arrêté. Voilà. Et donc, le rôle de l'établissement dans ce système-là, c'est d'alerter l'État sur justement les conséquences d'une action de construction, de passage d'infrastructures, etc. Sur les conséquences en termes de faune, de biodiversité. D'abord, voilà, pour alerter, après libre aux autorités de faire ou pas le projet. Et là, c'est pas à moi de juger, il peut y avoir des intérêts économiques ou sociaux supérieur, mais dans quel cas est adoptée aujourd'hui la doctrine éviter, réduire, compenser. Voilà, donc, c'est des grands termes,
Mais en gros, d'abord, on cherche à éviter, dans la situation que vous avez décrite, comment on fait pour préserver cette haie-là? Est-ce qu'on ne peut pas passer sur le côté? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode de faire autrement? Réduire, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en retirer 20 mètres alors que finalement le câble il va passer sur une largeur de 1 mètre et que la grue, si on lui laisse 1,50 m, elle va réussir à creuser? Et puis compenser. Compenser, c'est ce qui fait que les territoires et les paysages ne sont pas figés. C'est-à-dire que quand vous entendez certains dire « Ah oui, on n'a plus le droit de toucher à Noé », parce qu'on entend ça aussi. Hein. Donc là, on est tous d'accord pour dire « il faut les préserver ». Mais moi, je vais vous emmener voir certains agriculteurs du Cotentin, par exemple, qui a un des plus forts maillages bocagers de France, qui vont dire « Bah oui, mais depuis des décennies, c'est nous qui avons préservé, et aujourd'hui, nous, on est pénalisés, on ne peut plus faire évoluer notre paysage. » Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des possibilités administratives de faire évoluer les paysages, mais par contre, on compense. C'est-à-dire que si on retire une haie, c'est très schématique ce que je vais dire, et ça trouverait des contre-exemples, mais si vous retirez une haie de 100 ans avec toutes les infractuosités, les cavités, la bande enherbée qui va être riche d'espèces végétales, animales, d'amphibiens. Il faut un siècle pour la reconstituer. Voilà. Alors c'est difficile parce que ce ne sera jamais la même biodiversité, etc. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous replantez à 1 pour 1, le compte n'y est pas, ça c'est certain. Et donc la compensation, ça va être, sur un cas comme celui-ci, d'encourager le constructeur à trouver une zone de compensation et mettre, là où il a retiré 100 mètres de haie, en mettre 300, 400 mètres. Voilà. Bon, mais je ne suis pas sûr que la réponse vous satisfasse totalement parce qu'on a bien, et vous l'expliquez bien Antoine, la compensation n'est plus une option aujourd'hui. Quand on écoute les scientifiques, on sait que la première chose à faire pour sauvegarder, pour renforcer la biodiversité, c'est surtout de la préserver. La préserver et puis de travailler sur le reste. Mais si on commence par dézinguer ce qui existe et ce qui fonctionne, évidemment, on va perdre du temps et le temps, on n'en a plus. Voilà. Allez, on continue vite là, 2-3 questions. Alors on a ici, je vois pas très bien, voilà. Madame en vert, s'il vous plaît. Monsieur au milieu, on va prendre 2-3 questions et on va voir des réponses, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, synthétiques et coup de poing. Voilà, allez-y. Donc moi, si j'ai bien compris, vous dites que l'abattage des haies est interdit. Il est interdit par l'Union européenne depuis 2014. Je peux, moi, constater dans mon bocage normand la disparition continuelle de ces haies. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous agissez sur les agriculteurs? On peut même prendre sur Google Earth, on peut remonter dans le temps les images et on peut même faire une cartographie de toutes les haies qui ont disparu depuis 2014. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir et comment vous intervenez? Alors, ça, c'est ma première observation. Rapidement. Et la deuxième, je dirais qu'en tant que consommateurs, nous avons tous une responsabilité dans la disparition, dans la diminution du bio. Si on est tous convaincus que le bio est ce qu'il faut pour notre santé et pour l'avenir, eh bien, il faut qu'on consomme. Voilà. Consommer et ça, c'est notre responsabilité de consommateur. Chacun, merci madame, on a une responsabilité dans la consommation, mais pas seulement, dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on a un pavillon, par exemple, hein, ça arrive pour une partie d'entre vous, on a une responsabilité aussi dans la manière dont va se comporter ce jardin. Est-ce que l'eau peut couler dedans? Est-ce qu'on arrête de tondre systématiquement, etc., etc. On a tous et toutes une part à jouer là-dedans. Alors, j'ai une troisième observation. Mais non, là c'est beaucoup plus cher. Bon. Dans les communes rurales où on vient s'installer parce qu'on quitte la ville, qu'on préfère habiter à la campagne, je vois aussi une transformation des séparations de jardins par des haies qui ont été supprimées et on a mis à la place des clôtures en plastique. Oh là là. Donc, est-ce que les maires ont la possibilité de mettre des cahiers des charges pour empêcher ce genre de choses? Bonne question. Parole à monsieur ici. On prend ensuite monsieur qui est au milieu là-bas. Et on a noté, monsieur le Président, cette question. Oui, merci. Je ne voudrais pas qu'on culpabilise trop à la base, parce que c'est un peu ça que j'entends. Parce que la responsabilité, ça a été souligné par Marie-Romain, elle est bien au-dessus, elle est du politique, mais elle est aussi de notre système socio-économique et de l'internationalisation des échanges. C'était pas là-dessus que c'était une remarque générale. Je voulais revenir au début
du propos de Marie Robin. Est-ce qu'un enfant dont le microbiote a été bien roulé dans le fumier, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il va pendant les 3 années, est-ce qu'il va persister tout au long de sa existence? Et deuxième question du même genre, est-ce que la génétique des uns et des autres joue énormément? Allez, tout de suite, Marie-Monique, sur ce point-là, le temps que le micro circule de l'autre côté. Alors, pour le microbiote, ce que disent les scientifiques, c'est que c'est une vraie carte d'identité qui est établie à 3 ans. C'est-à-dire que tout est en place. Et après, on peut évidemment, à la marge, quand même, le modifier un peu. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut l'entretenir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut l'entretenir, donc voilà, continuer autant que faire se peut toute sa vie. Voilà. Mais tout est mis en place à 3 ans. Alors après, ensuite, pour ce qui est de la génétique, l'asthme, par exemple, on sait qu'il y a une... L'asthme est une maladie très ancienne, hein. Je le raconte dans le livre, mais on sait il peut y avoir une prédisposition génétique, transmise d'ailleurs parfois, assez souvent par la mère. Donc, mais ce n'est pas la cause principale de l'explosion de l'asthme. D'accord ? Donc, la génétique peut être, dans certains cas, une explication, notamment de l'asthme, mais ce n'est pas déterminant. Voilà. L'épigénétique, en revanche, oui. Qui est donc l'influence de l'environnement justement sur les gènes et l'environnement des gènes qui va faire que, notamment les pesticides, etc., qui va faire qu'un gène va s'activer ou pas. Hein. Donc ça, c'est encore tout un domaine de recherche énorme qui va toujours dans le même sens, en fait. Voilà. Je voulais quand même dire, Madame avait dit tout à l'heure, mais je voudrais quand même lui dire, parce que politique ne suit pas au niveau national, allons-y au niveau local, oui, le plus possible. Pour une raison aussi très simple, comme j'ai dit, c'est que c'est bon pour le moral. Parce qu'il y a plein de raisons de ne pas être très... Mais ça ne suffira pas. On est dans une urgence absolue. Ça ne suffira pas. Il faut changer d'échelle. Vous voyez ? Et pour changer d'échelle, il faut des politiques nationales et internationales qui convergent. Alors évidemment qu'il faut continuer au niveau local et tout ça, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va faire les dominos, vous savez. Mais il ne faut pas oublier le politique au niveau national. Il faut aller voter, puis il faut bien voter. Voilà. Monsieur au milieu, s'il vous plaît. Ouais. Et puis après vous. Ouais. Allez-y, voilà. Monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je m'intéresse à la faune et la flore, aux champignons, à toute la biodiversité de l'Orne depuis très longtemps. D'ailleurs, dès 2007, nous avions organisé une première journée de 24 heures pour la biodiversité dans une petite commune juste à côté d'Argenton, à la Courbe. Donc, pour moi, c'était très intéressant. Il fallait garder la biodiversité. C'est pas l'Amazonie, c'est pas les récifs de coraux. Elle commence devant notre pas. Voilà. Mais ce qui est vraiment nouveau pour moi, ce que j'ai appris à la lecture du livre, c'est vraiment la relation directe entre biodiversité qui est beau, qui nous émeut, et entre notre santé. L'épreuve que vous avez apportée, que vivre dans un environnement riche est une garantie pour notre santé et que c'est très important de faire marcher nos enfants pieds nus, de ne pas être obsédés par l'hygiène, etc., que finalement ça nous apporte du bien. Vous avez évoqué, il y a de plus en plus de césariennes, ça commence par la naissance, les césariennes, l'allaitement, la nourriture, les jardins d'enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment tous les jeunes, beaucoup parmi nous sont déjà des grands-parents. Il faut vraiment que nos enfants qui vont éduquer leurs enfants aient compris ce système. Et je finis, ce qui m'a étonné dans votre livre, donc vous avez dit les poussières, le jouer dans le foin, sauter dans le foin, c'est très positif. Mais un aspect qui est souvent considéré comme très désagréable, vous dites que même avoir quelques parasites intestinaux, oui. Même ça, c'est positif pour la santé. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est très étonnant. Donc, des parasitologues qui ont travaillé sur les vers intestinaux notamment, montrent que dans notre grande évolution, donc j'ai dit 300 000 ans si on commence avec les primates, eh bien, nous avons toujours été infectés par des vers intestinaux. Et le fait de brutalement, dans les pays occidentaux où l'hygiène prédomine, l'hyperhygiénisme prédomine, de déparasiter systématiquement les petits-enfants, c'est très mauvais pour leur système immunitaire. Et en fait, ce qui montre, c'est que pour pouvoir survivre dans l'intestin des primates que nous sommes, les vers intestinaux ont développé une stratégie qui bloque les mécanismes de l'inflammation, qui permet de ne pas les éjecter. Et du coup,
pas d'allergie, pas d'asthme. C'est très connu en Afrique, on l'apprend même dans les facs de médecine qu'en Afrique, il n'y a pas d'asthme et pas d'allergie. Et c'est dû à l'infection par les vers intestinaux. Sinon, je voulais rebondir, si je peux me permettre, parce que c'est aussi ça relève beaucoup de la politique de prévention qu'on peut développer dans les territoires. Les césariennes. Tu as raison, c'est Peter qui vient de parler, il a déjà lu mon livre. C'est dit très rapidement dans le film, mais dans le livre, je donne beaucoup plus de place. Il y a des pays où c'est une naissance sur 3, voire 2. Et c'est des césariennes de confort. C'est-à-dire, on ne veut plus travailler le week-end, le médecin, la clinique, ou allez, on va accoucher, vous allez accoucher à 14h30 ? D'accord, ok. Dramatique. Absolument dramatique. Les études montrent que les enfants nés par césarienne ont 10 fois plus de chances de développer de l'asthme, de l'allergie ou de l'obésité. Quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'évidemment, les césariennes, parfois, c'est une question de vie ou de mort, comme c'est expliqué dans le livre, les scientifiques recommandent alors, avant la césarienne, de prendre un coton-tige, de le mettre dans le vagin de la maman, et quand le bébé est extrait du ventre, de badigeonner le bébé, de lui faire sucer le coton-tige pour que son intestin soit ensemencé avec les bonnes bactéries de la maman. Alors évidemment, il vaut mieux que la maman elle ait mangé bio pendant toute sa grossesse, parce qu'elle aura encore plus de bonnes bactéries. Ensuite, l'allaitement, extrêmement important. C'est vraiment, alors je vais très vite, vous verrez tout ça dans le livre, bourré de bonnes bactéries. Et la dernière chose qu'il faut vraiment dire quand on a des médecins, je ne sais pas si vous avez un cabinet de médecins ici, ou en tout cas vous faites de la prévention, attention aux antibiotiques. Vous savez, trop d'antibiotiques, les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Moi, j'étais très impressionné. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce que ça va être l'une des principales causes de mortalité avant 2050. À force de donner des antibiotiques n'importe quand, tout le temps, eh bien, on développe des superbactéries et on devient de plus en plus résistant aux antibiotiques. Et en plus, pendant la grossesse et les 3 premières années de la vie, évitez les antibiotiques, si on peut, parce que parfois on ne peut pas, parce qu'il y a des antibiotiques qui sont donnés à très mauvais escient. Les études sont très claires. Quand un enfant prend des antibiotiques, il a aussi beaucoup plus de chances d'être obèse, par exemple. Et ce n'est pas par hasard, tu es agriculteur, tu sais que jusqu'en 2006 en Europe, maintenant c'est interdit, aux États-Unis c'est toujours autorisé, on donne des petites doses d'antibiotiques dans les aliments aux animaux pour faire grossir plus vite les veaux, les cochons et les poulets. Et un chercheur américain que j'ai interviewé dans mon livre a dit, mais un jour je me suis dit, mais si ça fait grossir et grandir les petits cochons, les petits poulets, les petits veaux, qu'en est-il des humains ? Eh bien oui, c'est l'une des causes de l'explosion de l'obésité. C'est le fait de prendre des antibiotiques dans la petite enfance et pendant la grossesse. Et pour finir, conseil pratique, si on doit prendre des antibiotiques, parce qu'encore une fois, parfois c'est indispensable, apprenez à faire des produits fermentés, apprenez à faire de la choucroute, du citron fermenté, du kéfir, et vous en prenez après avoir pris des antibiotiques pour reconstituer votre flore intestinale. Voilà. Donc ce qui est rigolo quand même, c'est que là on a des conseils avisés pour notre quotidien, chacune et chacun sur notre pratique, la nourriture, etc. Et du fromage au lait cru. Voilà. Et des yaourts au lait cru. Et de la même manière, tout à l'heure, madame évoquait, vous appeliez la ville à proposer un cahier des charges aux gens pour savoir comment on s'occupe de sa haie, comment on jardine, etc., etc. Donc là, on sent qu'on a tous besoin d'être bien formés, de partager des outils, des exemples inspirants, etc., etc. Peut-être le président tout à l'heure pourra nous dire comment on peut envisager un guichet unique ou je ne sais quoi qui pourrait, je dis ça comme ça, c'est une question, c'est peut-être complètement débile, mais qui pourrait renseigner, peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, renseigner avec Hervé, voilà, renseigner y compris les particuliers sur comment on peut bien faire pour soi, pour les autres, etc. et contribuer. On enchaîne. Il y avait monsieur là. Allez-y, ouais. Et puis madame derrière. Oui, bonsoir, Vincent. J'habite à une trentaine de kilomètres à Manille-Désert. Je voulais dire que oui, c'est vrai que les solutions doivent venir des politiques, mais aussi des citoyens. Mais la difficulté, c'est qu'on s'adresse quand même à des trusts industriels qui sont très puissants, qui ont une puissance financière énorme, avec beaucoup de profits, et qui ont mis en place des systèmes en circuit fermé. Pour eux, c'est vertueux, puisque Monsanto, il détruit la diversité, mais bon, comme ça génère des maladies, c'est pas grave, parce que Bayer, qui est la même entreprise, nous soigne. Donc, c'est une économie circulaire, une forme d'économie circulaire.
ils fonctionnent comme ça, et donc je pense que c'est compliqué de s'attaquer. Il faut une politique globale, et la conscientisation, c'est pas facile. Donc je pense que chaque acteur à son niveau a un rôle à jouer, mais je pense que les scientifiques aussi, et les journalistes aussi. Ouais, merci monsieur, on va y revenir peut-être après sur ce point-là. Il y avait une autre question derrière. Oui, madame, juste derrière. Marie-Monique, vous ne pensez pas qu'il serait urgent d'intervenir comme vous le faites ici, dans une faculté de médecine, une école d'infirmière? Mais je le fais. Vous le faites. Alors quel retour vous avez? Lundi soir, j'étais à une projection d'un Vive les microbes organisée par l'Université de Lorraine et le CHU de Nancy. Je ne peux pas faire venir. Très bien. Alors, quel mais bon, en retour même temps, j'ai pas d'hologramme, ça coûte cher. Et je ne peux pas être dans 10 endroits différents. Donc là, ce soir, par exemple, j'aurais pu être dans plein d'endroits. Et il faut aussi que les gens s'emparent des films que je fais. Il y a plein de ressources locales pour ensuite... Il y a tout ce qu'il faut sur les territoires. Alors, voilà. Mais je privilégie... en fait, les collectivités locales, comme ce soir, les territoires, voilà, et puis effectivement les universités de médecine, etc., et tout ce qui est l'enseignement agricole, parce que c'est très important. Je vais dans les maisons familiales, je vais dans les lycées agricoles quand ils m'invitent, parce que parfois, en Bretagne, par exemple, les lycées agricoles, c'est un peu difficile d'y aller, mais ça m'est arrivé. Mais bon, voilà, à Poligny, par exemple, j'ai été invitée une fois, mais bon, voilà. Donc je ne peux pas être partout, mais je fais le maximum que je peux. Vous voyez, et le maximum, alors que vous êtes en tournée médiatique, etc., vous avez réussi à être là ce soir, et je pense que quand même, bravo, c'est une chance exceptionnelle d'avoir ce panel là ce soir autour de vous, Marie-Monique. Merci Antoine, merci Isabelle, merci Cyril, merci Patrice. Pour cette contribution très forte. Merci à toutes et à tous. Je vais donner la parole au président Léveillé pour une conclusion. J'imagine que tout le monde n'a pas pu poser sa question, mais c'est le jeu. Revenez la prochaine fois. En tout cas, de notre côté, Franceville et Territoires Durables, on est vraiment enchantés de contribuer et d'échanger avec vous. Merci pour votre accueil. Merci, Monsieur le Président. Et le mot de la fin est pour vous. Mot de la fin, je pense pas, mais bon. La fin n'est pas terminée, loin de là. D'abord, merci à tous les intervenants de ce soir. Moi, je voudrais essayer de ressortir quelques éléments. D'abord, donner des éléments un peu locaux, et puis voir comment est-ce qu'on peut élargir le sujet, et finalement essayer de voir comment on peut faire avancer les choses. Vous avez parlé des écolo-crèches, vous avez parlé des nichoirs, vous avez parlé d'un certain nombre de choses qu'on faisait. Moi, je voudrais ajouter 3 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on lance comme projet avec la volonté de travailler sur un modèle économique, sur un maraîcher en régie qui, aujourd'hui, permet d'irriguer la cuisine centrale. On est arrivé, je crois, à peu près 1,5 tonne. Là depuis le début juillet, et qui permet de nourrir nos enfants dans les écoles, les résidences autonomie et les centres de loisirs avec des légumes bio, alors pas éco-certés, parce que voilà, mais en tout cas ils sont de qualité et ils sont locaux. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est un point important, mais là aussi il faut définir les modèles économiques pour que on puisse aussi les porter et faire en sorte que ça puisse essaimer. Le deuxième sujet, c'est les cours oasis, puisque on va nous débitumer, y compris une crèche et puis 2 écoles, et construire une école neuve qui est en construction actuellement, en bois paille, avec des cours oasis dès le départ, avec une ventilation naturelle et pas une ventilation double flux, avec une stratégie qui en plus permettra que cette école produise de l'énergie et puisse la faire partager en autoconsommation collective. Bref, c'est des sujets qui sont des sujets importants là aussi. Et puis 2 petits points, ce qu'on fait et ce que font les services, et que je veux vraiment soutenir dans le travail qu'ils mènent, sur à la fois l'éco-pâturage, puisque on a de l'éco-pâturage avec des moutons avranchins, parce qu'en plus on garde les espèces locales, des chèvres des fossés, et désormais depuis quelques jours, je crois qu'ils sont arrivés, je sais pas, je vois pas Clotilde, mais je crois qu'ils sont arrivés, des ânes normands. Voilà, et donc on fait aussi de l'éco-pâturage, et ce qu'on fait avec les city-jardins et les vergers dans les quartiers,
là aussi, où on permet aux gens de pouvoir en bénéficier. Et je trouve que c'est très bien respecté, et c'est assez intéressant d'ailleurs à observer que ce soit plutôt bien respecté. Alors, on le voit bien, le sujet est vaste. On a en effet plusieurs possibilités, soit de se dire bon, c'est trop compliqué, donc finalement, autant rien faire. Voilà. Ou alors de se donner les moyens et de se dire que, y compris à nos échelles territoriales, on peut construire des politiques publiques qui vont essayer d'apporter des réponses. Certes, on ne va pas révolutionner le monde, mais en même temps, on peut faire bouger des lignes sur nos territoires et faire en sorte que ça puisse être partagé. Et c'est un concept que je pense essentiel. Certains veulent parler d'écologie punitive. Moi, je parle d'écologie redistributive. Et l'écologie redistributive, c'est aussi travailler sur les territoires et se donner des moyens pour que chacun puisse en bénéficier. Et pour ça, il faut en effet essayer de, comme on le fait ce soir, comme on le fera encore dans les mois qui viennent, essayer d'apporter des réponses, de se poser des bonnes questions, d'essayer d'apporter des réponses et de voir comment est-ce qu'on peut travailler. Mais on a un vrai et grand travail d'éducation à mener. Alors on a parlé beaucoup des enfants, des écoles, certes, mais pas seulement. Moi je vais vous donner un exemple très concret qu'on vit au quotidien, alors surtout quand on est des élus, qu'on vit au quotidien et où on se fait systématiquement alpaguer. Voilà, les herbes dans les caniveaux, c'est sale. Voilà, et bien ça, c'est un vrai sujet. C'est même parfois un sujet générationnel, je vous le dis. Et c'est pas forcément les petits qui nous le disent. Et donc il y a un vrai sujet à travailler d'éducation, de partage de la situation par rapport à cette biodiversité où il faut pouvoir la faire concevoir et comprendre par tous. Et on voit comment c'est compliqué. Mais en même temps, ce besoin d'éducation pour changer, il est à la fois dans cette université populaire, et je vous invite la prochaine fois à amener les uns et les autres, 1-2 personnes en plus, parce que je pense que plus on est nombreux et plus, ouais mais j'y arrive, plus on est nombreux et plus on fait passer les messages, mais aussi ce besoin d'éducation sur la nécessaire transition. Et c'est dur la transition, parce qu'on change des habitudes, parce qu'on change des situations dans lesquelles on a été, Patrice l'évoquait tout à l'heure, changer même, faire une conversion dans une ferme, c'est compliqué. Eh bien, on voit bien que la nécessaire transition, elle passe par cette logique d'éducation, elle doit être partagée, et c'est tout le travail que nous avons pour mission finalement de mener sur nos territoires pour qu'on puisse faire évoluer les uns et les autres. Alors c'est complexe, parce que des fois, c'est des batailles difficiles, avec des idées qui sont souvent des idées reçues, et parfois on y passe 1 heure et puis on arrive à convaincre, et puis 5 minutes de mission sur M6 ou sur TF1, puis on est foutu, quoi. Voilà, donc c'est un vrai enjeu, je pense qu'il faut qu'on ait en tête, et que nous avons à continuer à batailler, à montrer des stratégies territoriales, à montrer des cohérences territoriales, et c'est en tout cas tout ce que nous voulons essayer de porter sur cette commune et sur cette intercommunalité. Je vais juste évoquer un sujet, vous avez parlé des antibiotiques. Quand on va vraiment commencer à chercher l'eau, dans l'eau, eh ben on va trouver. Aujourd'hui, on ne cherche pas, forcément, puisque les lobbies freinent des cas de fer pour qu'on ne cherche pas. Donc forcément, on ne trouve rien. Mais quand on va chercher, on va trouver. Et c'est un vrai enjeu, un vrai sujet, là aussi. Et si on peut, dans ce qu'on fait, y compris avec l'eau de pluie, et c'est ce qu'on va faire, nous, dans notre plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, faire de l'infiltration à la parcelle pour renforcer les nappes, bah, c'est plutôt, là aussi, une politique qui permet de répondre à des sujets qui sont des sujets du quotidien, mais aussi des sujets d'avenir. Alors, en effet, j'avais dit que ça comptait. Voilà, donc j'y vais. Je termine par là. Le prochain rendez-vous, c'est le 5 décembre. Et le 5 décembre, c'est sur la thématique, c'est avons-nous le pouvoir d'agir pour changer les choses localement ? Bah, finalement, ça fait la transition avec la question qui est posée tout à l'heure, parce que les transitions, elles sont multiples. Et la transition démocratique, c'est aussi une transition. Et il ne faut pas aborder seulement et avoir une vision seulement sur des thématiques dites écologiques, hein, mais il faut aborder les transitions dans leur globalité. Et c'est justement cette globalité qui nous permet d'avoir une vraie stratégie de territoire qui doit pouvoir essaimer et qui doit pouvoir nous donner les moyens de pouvoir faire changer les choses. Et faire changer les choses, ça passe par nous. Et ce nous, il est collectif, pas seulement les gens qui sont ici, mais ça passe plus globalement par toute la population qu'il faut informer, former
et permettre de transformer des situations que nous avons connues et qui doivent être autres demain. C'est en tout cas tous les défis qui sont devant nous. Merci.